Non, pas du tout. Moi, quand je suis dans une classe, j'apprends autant de mes étudiants, notamment des jeunes générations, que ce que je peux leur enseigner. Donc, comment on crée un processus où on apprend des uns des autres. Ouais. Et là, on a une richesse qui est juste démultipliée. Et comme tu disais, ça nécessite aussi peut-être de sortir de la posture de celui qui est debout et ceux qui sont assis pour écouter. On sait bien qu'on apprend mieux en bougeant qu'en restant assis. Hein. Salut à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie où j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui parle de champions, qui sont des champions et qui a l'âme d'un champion. Je te fais sourire, Thierry, pardon, je te choque pas en disant ça, non? Non, tu me choques pas, non, ça m'amuse parce que la notion de champion est toujours difficile à définir parfois. Est-ce qu'on est tous champions? Est-ce que ça s'adresse qu'à une élite? Enfin bon, on va pas commencer la discussion, mais... Alors on va y venir forcément. Forcément. T'as l'âme d'un champion, toi? Je crois pas, non. Non, pas l'âme, non. Je pense que j'aurais voulu être champion, j'y suis pas arrivé, mais c'est pas grave, en fait. Et du coup, je côtoie des gens qui, pour moi, sont des champions dans tous les domaines. Donc, je pense pas avoir l'âme d'un champion, mais je pense avoir la sensibilité, en tout cas, de comprendre ce qu'est un champion et de m'y intéresser. Je commence par en pensant forcément, enfin non pas forcément, mais moi dans ma tête je suis empreint de Mathieu Stéphanie sur un podcast où il a interviewé un de tes homonymes et pourquoi je pense à ça, parce que Mathieu Stéphanie, déjà ton homonyme que tu as rencontré, qui a écrit, il y a pas mal de singularités dans ton parcours et dans le sien, même si c'est dans l'entrepreneuriat. Et en fait Mathieu Stéphanie, quand il introduit son podcast, il dit on est la moyenne des gens qu'on côtoie le plus, des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Finalement, est-ce que t'as pas une âme de champion? Ou si je te pose la question maintenant, en sachant que tu côtoies beaucoup de champions autour de toi? Écoute, c'est une belle définition. Donc peut-être que mathématiquement, sans m'en rendre compte, j'ai l'âme d'un champion, effectivement. Bon, en tout cas, moi je le vois comme ça. C'est gentil, merci. Donc je suis avec Thierry Pic, que moi j'ai rencontré il y a quelques années, il y a 5 ans. Et si vous cherchez Thierry Pic, cherchez le bon Pic, P-I-C-Q, parce qu'il y a ces homonymes, ça s'écrit pas toujours pareil. Et on s'était rencontrés à l'EM Lyon, tous les deux. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est si vous avez une idée, si tu as une idée, vas-y, fais-la. Et puis, dites-moi juste ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Et en gros, just do it, quoi. Voilà. Et là aussi, ça fait encore du lien avec Mathieu Stéphanie. J'arrête là maintenant. Mais est-ce que tu te souviens de ce moment-là, toi? Oui, je me souviens. Oui, tout à fait. Avec Michael. C'était pas très long. On s'est pas vu. On s'est vu de façon courte, mais il y a eu cette idée de création de champion de sa vie au moment où on travaillait sur le lancement des programmes de sportifs de haut niveau qui avaient déjà démarré, mais c'était quand même tout le début. Ouais. Et puis super idée, donc il y a juste qu'à la faire en fait. Et ce que vous avez fait brillamment, et c'est la 5e, 4e édition. Donc tant mieux, génial, on a bien fait à cette époque-là de tester et de lancer l'expérimentation. C'est génial de rencontrer des gens comme toi. Je l'ai dit ça avec mon âme d'enfant, de défricheur, de créateur, on va dire. Voilà, quand je dis âme d'enfant, c'est la capacité à créer des choses en partant de rien. Finalement, il y a une feuille blanche, je fais un dessin où il y a des parties de puzzle et puis je vais construire quelque chose, quoi. Et j'ai tout de suite senti en toi cette confiance. Il y a une idée en face, oui, juste fais-le comme tu dis, mais la confiance et un regard que tu as qui est bien, une certaine bienveillance aussi dans ta façon d'accompagner les projets, les personnes. Est-ce que ça te correspond bien, ce que je suis en train de dire? Écoute, oui, c'est flatteur, mais je pense que ça me correspond, c'est-à-dire plutôt encourager les bonnes volontés, s'appuyer sur les talents des gens qui le manifestent et qui montrent de la motivation. C'est tellement facile de brider les initiatives donc au contraire, et je pense que si une organisation, je prends plutôt le monde d'une entreprise ou même d'une école, peut fonctionner comme ça, en fait on a un trésor d'idées, d'imagination, d'initiatives et de projets si quelque part on autorise simplement cet état d'esprit-là. Alors ton milieu à toi, c'est pas celui de l'entreprise, même si tu es entrepreneur dans l'âme, je crois. En tout cas, tu contribues à l'entrepreneuriat ou à l'entreprise. Je pense que je suis pas un entrepreneur, je pense que je suis un intrapreneur. Ce qui est pour moi assez différent. On va en parler. Comment tu te décrirais? Tu as d'ailleurs aux gens qui connaissent pas encore Thierry Pic. Tu vois, j'avais fait l'erreur, j'avais pas bien écrit moi, tu vois. Donc, mes excuses. Comment tu te décrirais, toi? Écoute, aujourd'hui, je me décris de façon simple, non pas par des appartenances à des institutions, parce que je suis à la fois évidemment membre de l'EM Lyon, j'ai aussi créé une entreprise qui s'appelle Act for Talent. Je travaille sur beaucoup de projets, mais j'aime bien me décrire comme un passeur entre des mondes qui sont souvent un peu cloisonnés et qui se parlent peu. On est tous dans son entre-soi, que ce soit le monde du sport ou le monde de l'éducation ou le monde de l'entreprise. Et comment connecter ces mondes
pour inspirer, pour stimuler, et donc j'aime bien aussi parfois me présenter comme un traducteur entre guillemets. Ouais. Comment, par exemple avec le monde du sport, moi je peux apprendre des pratiques des champions justement dont je ne suis pas, et comment je peux transférer, être un passeur de ces pratiques ou de ces principes à notamment des organisations, des entreprises, mais aussi à monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, ce rôle un peu d'entre les mondes et de relier des univers différents me convient bien en termes de description. Ça devient d'où ce côté sortir de son monde pour croiser d'autres mondes et les faire se connecter? Écoute, d'où ça vient, j'en sais rien. J'ai pas fait la psychanalyse. Je suis là pour ça. J'étais dans le monde du sport parce que j'ai été sportif assidu au début, vraiment très très jeune. Ouais. Très vite, en me rendant compte que je serais justement champion de rien. Donc je me suis dit, je profite de ma présence dans cet environnement-là pour d'abord interroger des athlètes, des coachs, essayer de comprendre comment ça marche, etc. Donc c'est peut-être cette première sensibilisation à un monde qui fonctionne de façon différente et qui me plaît, essayer de le comprendre quelque part. Et ensuite, le métier de l'éducation, de la transmission, finalement, c'est pour transmettre des choses, encore faut-il, pour moi en tout cas, les connaître, les être appropriés. C'est facile de parler de choses qu'on connaît pas, mais je pense que la vraie transmission, elle est dans des choses qu'on a ressenties dans son corps. Et donc, parler de management, pour moi, c'était essayer de voir des gens qui pratiquent le management, et notamment dans des conditions qui sont très exigeantes. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux environnements de haute performance, donc le sport d'abord. Après, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des militaires et donc de m'intéresser à ce milieu-là. Après, des musiciens, après un explorateur, un copain explorateur, avec qui j'ai beaucoup parlé. Et puis, voilà, ça a donné lieu à des ouvrages, à des recherches aussi d'abord, notamment avec les forces spéciales militaires. Donc, tous ces milieux-là, et chaque fois que je ramenais un peu des éléments auprès de milieux plus ordinaires, comme l'entreprise, les gens me disaient, mais c'est vachement intéressant, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Donc je me suis dit, voilà, continuons sur cette voie-là. Et du coup, je pense avoir trouvé une place à l'intersection de ces mondes-là. Je vois beaucoup d'entreprises qui font venir des champions olympiques, alors c'est absolument génial. Ça met des étoiles dans les yeux et puis on passe un moment extraordinaire. Mais moi, mon constat, c'est que le lundi matin, la personne est au bureau, elle se dit finalement, je suis pas Teddy Riner, je suis pas Edgar Gros-Piron, donc qu'est-ce que je garde? Et très modestement, moi, la valeur ajoutée que j'essaye d'avoir, c'est d'être un peu non pas dans cet accompagnement, mais dans cette mise à disposition, en fait, de ressources. Donc cette traduction du langage des champions pour les rendre un peu plus opérables, on va dire, par des gens ordinaires en activité. Voilà. Ouais. L'esprit, quoi, finalement, c'est aussi la façon d'appréhender l'environnement dans lequel on est, comme un champion, ou de devenir champion de son propre environnement. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que la notion de champion, elle est bien sûr définie par une certaine élite de façon traditionnelle, mais je pense qu'on est tous champions de quelque chose. Ouais. Et il faut qu'on le trouve, et il faut qu'on trouve surtout l'environnement pour développer ce talent de champion. Ouais, et il y a plein de sujets dans ce que tu dis. Enfin, ça pourrait amener à plein de questions d'ailleurs qu'on va explorer ensemble. Comme tu es un chercheur, ça tombe bien, explorons. Et puis, essayons d'extraire de ton parcours et des gens que tu as rencontrés quelques éléments qui peuvent parler à l'audience de Champion de ma vie. Moi, je me fais pas le porteur d'une élite parce qu'effectivement, champion de ma vie, on pourrait croire que c'est que pour des champions, que pour des sportifs de haut niveau. Alors oui, effectivement, on s'adresse à eux, mais finalement, un sportif de haut niveau, quand il change d'environnement, ou quand ils changent de pratique, de discipline, de sport, etc., finalement, la casquette de champion peut très vite tomber tomber dans l'ordinaire, entre guillemets. Donc, on est tous champions de notre ordinaire quelque part, ou extraordinaire à un moment dans un environnement. Donc, on va croiser un peu tous ces mondes, et en espérant que vous, qui écoutez ce podcast, vous y retrouviez d'une façon ou d'une autre. Alors, si vous y retrouvez pas, et que vous avez envie de connecter avec Thierry d'une autre façon que par cette conversation qu'on a ensemble, il y a les livres. Donc Thierry est l'auteur de 2 livres qu'il a parfois écrit. L'idée est partie de lui, mais souvent on voit que c'est co-écrit, c'est partagé. Donc on voit bien justement ce partage de connaissances, ce transfert de monde. Tu le fais aussi. C'est pas juste une idée, c'est quelque chose que tu mets en œuvre. Oui, c'est une obligation pour moi de travailler avec d'autres.
et de pouvoir aussi m'enrichir de ce que peuvent apporter les uns et les autres. Et la coécriture est un exercice fantastique pour ça, parce que du coup, on a des idées, l'autre a des idées, et comment on fait que nos idées, non seulement s'emboîtent, mais se multiplient et se bonifient. Et du coup, le résultat est bien plus supérieur à ce que j'aurais pu écrire tout seul ou ce que l'autre aurait pu écrire tout seul. Donc j'ai pas mal d'expériences de coécriture de ce type-là, et c'est vraiment fabuleux en termes de méthode de travail et de voyage que ça permet de faire. Donc l'écriture d'un livre est aussi une rencontre en fait. Ouais, encore. J'aime bien en anglais, enfin en anglo-saxon, on parle pas de voyage, même si parce que nous voyage en fait, il y a peut-être plein de connotations, voyage, dilettante, enfin le côté oisif en fait, alors que les Anglais parlent plutôt de the journey quoi. The journey, c'est plutôt c'est pas seulement le voyage oisif, c'est l'expérience au travers de. Mais le voyage oisif a aussi finalement un intérêt, hein, parce que quand on voyage, on quitte son activité quotidienne qui nous accapare, et du coup déjà on ouvre un peu ses chakras, on prend le temps, peut-être aussi, et on sait bien que dans la performance, la récupération fait aussi partie de la performance, hein, quelque part. Donc, merci de le rappeler. Pourquoi ne pas, voilà, finalement se dire, je voyage et je me mets une parenthèse dans mon monde. Voilà, c'est ce que j'essaye très modestement d'offrir dans des conférences ou dans des activités, etc. Mais je pense que cette idée de voyage, elle ouvre aussi un peu les yeux, les oreilles, et elle met en situation d'apprendre finalement. Donc la dimension oisive me gêne pas, même si effectivement, il y a aussi une dimension expérientielle, puisqu'on vit des choses hein, quand on voyage. Tu te rappelles ça à ton audience, que ce soit des jeunes, quand je dis les jeunes, les étudiants dans la pédagogie classique, hein, on va en parler, puisque ici on est à l'EM Lyon d'ailleurs, qui n'est pas juste un lieu de pédagogie, tu vas nous en parler. Ensuite, après peut-être les exécutifs aussi, ceux qui ont besoin d'aller chercher de nouvelles, ou j'allais pas dire de chercher des connaissances, mais d'asseoir le socle d'expérience par des connaissances, par des diplômes aussi, ou restructurer, restaffer un petit peu tout ce qu'on a expérimenté pour le mettre dans des bonnes cases, bien segmenter les choses. C'est aussi un lieu sur lequel on peut se retrouver à l'EM, se redécouvrir. Et puis, moi, justement, dans mon audience, je dis ce que tu viens de dire, mais c'est la première fois que je l'entends dire, en fait. Je le dis souvent aux étudiants, mais faites rien. Faites rien, regardez le ciel, allons faire un cours dehors d'ailleurs, et c'est ce qui a été fait aussi à l'EM, c'est beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, et puis regardez l'extérieur, ce qui se passe dehors, contempler. Moi, j'utilise beaucoup cette notion de voyage pour remplacer la notion de cours. Parce que cours égale formation. Je ne vois pas pourquoi je formerais des gens, c'est-à-dire je créerais une forme. Au contraire, il faut plutôt une déformation quelque part. Voilà. Et donc, moi, j'utilise la notion de voyage apprenant. En fait, donc on va pas faire un cours, on va faire un voyage apprenant. Donc justement, le changement de posture que tu disais, de la contemplation, de l'émerveillement aussi, pourquoi pas. Moi, je suis un partisan de l'émerveillement. On a perdu un peu avec le sens critique à la française. On est parfois un peu trop dans le sens critique. Donc comment simplement on s'émerveille en premier degré, ce qui n'empêche pas ensuite derrière d'avoir un jugement, hein, évidemment, sur les choses. Comment on développe sa curiosité, qui sont des compétences clés aujourd'hui. Hein. Et je trouve que le voyage est une belle analogie pour ça. Et la notion de voyage apprenant, elle insiste sur le fait que ça suffit pas de voyager ou de se promener dans des univers. Il faut aussi un processus réflexif, donc de questionnement, de pensée, parfois d'arrêt sur image pour se dire qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui m'intéresse. Et c'est toujours cet aller-retour entre l'action et la pensée qui finalement fait une combinaison que j'appelle le voyage apprenant. Et j'ai aussi créé ce que j'appelle la pédagogie par le détour, où justement je présente ça notamment à des dirigeants en disant on va pas parler de vous connaissez bien, on va pas faire de benchmark, on va au contraire aller dans un monde que vous connaissez pas du tout. Et on va voyager dans ce monde-là, ce qui change votre posture, un peu comme des anthropologues, où on va finalement lâcher ses a priori, lâcher ses vérités, pas a priori, et essayer de s'ouvrir, observer, comprendre, et donc s'imbiber de cet environnement, quel qu'il soit. Ça peut être une autre entreprise d'ailleurs, hein, ça peut être, donc c'est presque plus une posture. Et ensuite on fait une boucle de retour pour se dire mais en quoi ça m'éclaire différemment mes enjeux, mes problématiques, peut-être que ça peut me donner des réponses, mais peut-être que ça peut me soulever aussi des questions, et c'est tout aussi intéressant. Donc voilà, je vais assez loin moi dans l'idée de ce voyage apprenant, c'est pas juste un mot, c'est pour moi presque une méthodologie et puis une façon d'apprendre et de transmettre. Si on veut donc extraire ces connaissances ou cet apprentissage, il y a les livres. Comment on peut aussi, en tant que prof ou transmetteur, oui, c'est ça, ou
pareil, la notion de prof, elle me gêne un peu parce que le sachant, ça veut dire le sachant qui a raison sur tout et qui sait tout. Non, pas du tout. Moi, quand je suis dans une classe, j'apprends autant de mes étudiants, notamment des jeunes générations, que ce que je peux leur enseigner. Donc, comment on crée un processus où on apprend des uns des autres. Et là, on a une richesse qui est juste démultipliée. Et comme tu disais, ça nécessite aussi peut-être de sortir de la posture de celui qui est debout et ceux qui sont assis pour écouter. On sait bien qu'on apprend mieux en bougeant qu'en restant assis. Donc, comment mettre en place, moi j'ai fait des cours de déambulation où on travaille ensemble et on discute en marchant, où on est effectivement dans le jardin, on s'occupe on change aussi la mise en scène quelque part, qui change du coup la façon dont on parle, dont on échange. Donc voilà, ces éléments-là sont aussi importants pour créer un voyage, même sans bouger finalement. Et je vais venir à ma conclusion par rapport à ce qu'on est en train de se dire. Là, j'ai mon cheminement aussi dans la discussion que j'ai avec toi, mais il y a d'autres façons aussi de se connecter avec toi, parce que tu partages en tant que conférencier, donc là aussi tu es sur scène, et les gens te sont assis. Oui. Alors, j'ai pas répondu à ta question, effectivement. Quels sont les différents médiums? Il y en a plein et beaucoup d'autres à inventer. Il y a le livre, il y a la conférence qui reste quelque chose d'assez traditionnel quand même, même si j'essaye de mettre effectivement de l'interactivité. Il y a ce qu'on a développé ici et que je fais pas ici par ailleurs, qui sont des learning expeditions, où là vraiment on va dans des environnements, on va sur des terrains de sport, on va assister à un entraînement de militaire quand c'est possible, on va assister à la répétition d'un concert par exemple, et là on rentre à l'intérieur de l'univers, on rentre dans leur décor, quelque part dans leur monde. Voilà, moi je l'ai fait aussi avec d'autres entreprises, d'autres cultures, on va dans d'autres pays, etc. Donc ça c'est des dispositifs un peu plus lourds, mais qui sont vraiment riches et vraiment très apprenants cette fois-ci. Je pense que le podcast est aussi une façon de voyager. Welcome. On voyage dans la pensée de quelqu'un d'autre et dans une discussion. Moi j'écoute beaucoup de podcasts en courant, je voyage par le corps, mais je voyage aussi par ce que j'écoute. Donc voilà, je pense que on peut imaginer et multiplier des tas de moyens de découvrir, d'ouvrir sa curiosité et qu'il n'y a pas de limite à ça, quoi. Donc et puis aussi tu as pas mal d'échanges, de partage sur les réseaux, LinkedIn, je pense à LinkedIn où tu as quand même un post peut-être tous les jours, tous les 2 jours. Tout le monde me dit ta ligne éditoriale elle est bidon, on comprend rien, et ça tombe bien parce que j'en ai pas. Je partage quand j'ai envie. Est-ce que j'ai une inspiration du moment? Exactement, et elle peut lier à des choses qui me font juste marrer et que j'ai envie de partager parce que j'ai rigolé. Il y a des choses qui me semblent plus sérieuses et en général c'est ces posts-là qui sont le moins vus. Donc voilà, je suis toujours très déçu. Voilà, donc j'ai pas de politique, mais c'est très spontané, et puis je suis pas un addict non plus, donc il y a des semaines où je publie rien, donc c'est vraiment au hasard et au fil, un peu comme les rencontres. Et à un moment t'as pas beaucoup de temps, tu rencontres quelqu'un, 2 heures après tu y es encore, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ce moment-là, quoi. Donc pour moi, mettre un post, c'est il s'est passé quelque chose par rapport à ce que j'ai lu ou à ce que j'ai envie de dire. Voilà, après les gens partagent ou pas, rentrent dans mon intention ou pas, c'est pas très grave en fait. Mais c'est ce qui fait que tu as un thème. Alors j'oublie sans doute tes autres prises de parole, écrites, voix, enfin tous les modes d'expression qu'on peut avoir, les canaux qu'on peut avoir via le digital aussi, aujourd'hui de plus en plus. Mais si on veut connecter avec toi, enfin on a plein d'opportunités de te rencontrer, mais comme tu l'as dit aussi, c'est vrai que c'est complexe parce qu'un jour tu vas être à tel endroit, le lendemain tu es à un autre endroit, donc physiquement, aussi dans ta façon de t'exprimer. Donc ça pourrait pas, sur le papier paraître assez simple de se connecter avec toi, mais c'est pas si simple que ça. Faut apprendre aussi à te suivre, quoi. Et comme c'est complexe de te suivre, comme la nature sans doute. Oui, sûrement. Et puis le hasard des rencontres fait qu'on peut tomber sur moi. Voilà, et tant mieux. Après, LinkedIn est un bon moyen aussi. J'ai évidemment pas de carte de visite parce que ça n'existe pas. Et puis comme tu disais, j'aime beaucoup changer de lieu. Je suis vraiment un nomade, mais c'est aussi finalement une occasion de s'ouvrir, de changer de monde, de faire des rencontres. Voilà, je pense que l'agilité physique, elle permet l'agilité mentale. Donc, si les uns et les autres veulent me croiser, chacun de bouger aussi. Et on se croisera un jour, c'est sûr. La preuve. Moi, alors c'est marrant parce que sincèrement, ça fait longtemps que je veux avoir cette conversation avec toi, que je l'ai pas exprimé de façon directe. Là, notre rencontre était fortuite. Et finalement, c'est que sur le tard, je me suis dit, mais au fait,
Et si on passait pas un moment tous les deux pour discuter, et la nature a bien fait les choses, ou lui a dit la nature autre chose. En tout cas, la naturalité nous a amené finalement à croiser nos agendas. Il y avait des choses de prévues qui sont annulées, et voilà. C'est que ça doit se faire, c'est que c'est fluide et c'est naturel. Et on n'était même pas parti sur le podcast, on était parti pour se rencontrer. Ouais. Et je crois beaucoup au fait de laisser de la place aux rencontres, sans forcément d'objectifs prédéfinis. Et que c'est souvent comme ça en fait que les projets naissent et que les relations. Donc laisser de la place à de l'imprévu, c'est très dans l'air du temps, ça c'est un message contemporain, bien sûr. Mais qui est très... alors autant ça va sans dire comme tu le dis, on l'entend très très bien, mais alors pour le coup toi qui interviens dans les entreprises et les entrepreneurs, enfin ton discours fait écho, mais j'imagine qu'aussi à un moment donné le monde de l'entreprise a ses codes, on doit faire des choses parce qu'il faut les faire, on doit faire du chiffre et donc forcément il y a un plan d'action, il y a un business plan, il y a un rétro-planning, etc. Et donc finalement ça c'est assez, sur le papier en tout cas, assez rigide. Après c'est la façon dont on va le vivre qui va faire que c'est plus ou moins malléable, mais le monde de l'entreprise tel que je le connais, peut-être aussi le monde pédagogique reste avec ses codes. Et comment tu fais toi par rapport à ça pour apporter ta plasticité comme tu l'exprimais? Écoute, d'abord montrer que l'incertitude n'est pas forcément un risque, parce qu'on a très vite dans la tête qu'incertain égale risqué, et les entreprises sont bourrées d'outils d'analyse de risque, mais assez peu d'outils d'analyse d'opportunité. Donc déjà l'état d'esprit de dire comment ce qu'on connaît pas, ce qui peut nous faire peur, ce qui est incertain, peut finalement en fait être un avantage qu'on peut tirer à notre profit si on switch un peu en termes d'état d'esprit. Et quand on crée une dynamique un peu de ce type-là, finalement, on s'aperçoit que le monde est rempli d'opportunités. Autant que de risques, mais il faut apprendre à voir les opportunités. Après, j'essaye d'avoir, très modestement aussi, une approche qui est celle qu'on retrouve dans le sport de haut niveau, hein, c'est-à-dire que soit on s'axe sur la performance, sur le résultat, et on se crispe sur ce résultat qu'on doit absolument avoir avec la pression des médias, etc., avec tous les outils de suivi du résultat, hein, pour faire l'analogie avec l'entreprise. Soit on se dit un peu comme, c'est ce qu'on a lu sur les hauts marchands, hein, finalement c'est peut-être le plaisir qui compte d'abord, c'est plutôt le process, c'est plutôt comment je grandis, c'est qui je suis derrière l'athlète, et comment je profite de cette situation pour m'épanouir, pour apprendre, et qui paradoxalement mène à de meilleurs résultats très souvent. Donc moi je suis toujours très surpris quand je vois des sportifs qui sont 100% sur leur activité. Je me dis il y a un risque et là il y a un danger par contre quelque part. Donc dans l'entreprise c'est pareil. Comment on travaille sur les relations qu'on peut avoir entre nous, la qualité de la façon dont on se parle, dont on travaille ensemble, ce que j'appelle le lien de cordée, hein, en référence à ce que mettent en place les montagnards. Comment je perds du temps entre guillemets pour travailler cette culture commune, cet état d'esprit. Et je suis persuadé que si on investit du temps dans la qualité humaine et relationnelle, il y aura évidemment un lien avec la performance. Et que la performance, avec nos tableaux de bord, etc., elle suivra. Et moi j'ai rencontré plusieurs entreprises qui ont ce modèle-là. Je pense à LDLC à Lyon, qui est bien connu, hein, où Laurent Daclergerie a mis le bien-être de ses collaborateurs au cœur de la performance. Alors après, par des mesures qui sont les tiennes, les siennes, les 4 jours, etc. Mais c'est cette philosophie-là, moi, qui m'intéresse. Ouais. Et je me dis, plus on travaille sur la qualité des hommes et des femmes et des relations, plus comme par hasard, bien sûr on perdra des matchs, bien sûr on n'aura pas tous les projets, mais en termes de performance durable, on sera prêt à faire face finalement à toute incertitude et tout danger. En tout cas, plus préparé, me semble-t-il. Donc voilà, c'est un peu ce discours-là que j'essaye de faire passer par des tas de moyens et des tas de leviers, quoi. Ouais, il y a plein de moyens, plein d'outils, plein de leviers, comme tu dis. Et puis, peut-être des transitions, des phases tout se fait pas du jour au lendemain. J'aurais tendance à te poser la question, tu vois, comme ça, et puis on arrête le podcast après, comme ça tu vas m'apporter la réponse, et puis fin de l'histoire. Que ce soit dans ton bouquin, L'art de la performance, ou dans La tête des champions, finalement, c'est quoi la recette? Tu nous donnes la recette et puis fin du podcast, quoi. Comment on fait? C'est ça. Alors c'est tout de suite ce que je dis, notamment au début de mes conférences, une fois que j'ai présenté les différents univers, les gens disent chouette, on va avoir la recette, quoi. Voilà. Et évidemment, ce que je leur dis très vite, c'est que y a pas de recette, et que ce que je vais leur dire, ils le connaissent déjà, en fait. Et j'utilise toujours sous forme de clin d'œil cette formule de Claude Onesta que j'adore. Hein, il dit la performance, c'est l'art de faire des. Ça y est, je m'en souviens plus. Pourtant je la connais. Hein. La performance, c'est faire des choses simples, mais à la perfection. Des choses simples à la perfection. Des choses simples à la perfection. Donc, vous connaissez tout. Par contre, vous allez pousser votre niveau d'exigence et de rigueur sur le management, la communication, la relation, etc., etc.
Voilà, donc évidemment, il n'y a pas de recette. Par contre, je pense qu'il y a des ingrédients, un peu comme dans la grande cuisine. Voilà, pour faire un bon plat, il faut quand même un certain nombre de bons ingrédients de qualité, donc des individus de talent, une organisation adéquate, des processus d'apprentissage. Donc on peut identifier de la préparation et de l'entraînement, on peut identifier ces ingrédients-là. Par contre, la recette, c'est-à-dire l'art de les mailler, de les combiner, et puis le savoir-faire du cuisinier, du coach, du manager, etc., ceux-là, ils sont pas copiables. Et ils sont liés à qui on est, au contexte aussi, à la situation, etc. Donc voilà, et moi, à la fois dans tous mes livres et dans mes conférences, jamais je vais vers le yaka faucon et voilà la recette. C'est plutôt des ressources que j'essaye de mettre à la disposition de ceux qui m'écoutent, à eux de les prendre, à eux de les sélectionner, à eux de se les mettre à leurs mains et à eux de créer leurs propres recettes sur la base des quelques ingrédients que je leur fournis et qui peuvent bien sûr compléter. Et du coup, le podcast, il s'arrête pas là. Et le podcast, ça reste pas, il s'arrête jamais, en fait. Parce que la recette, elle est toujours à réinventer en fonction des situations, en fonction des collectifs qu'on gère. Et je pense que c'est l'atout clé du manager. C'est-à-dire que la recette, à mon avis, du manager, c'est en permanence se remettre en question, se poser des questions. Jamais acquis. Jamais acquis, être vigilant en permanence et donc de remettre le travail sur l'atelier en permanence. On le voit beaucoup dans les équipes de sport. Hein. Une fois qu'on a un titre, il faut repartir. Et je pense que la vie, c'est ça. Et si on est dans cet état d'esprit, bah, du coup, on va vers une excellence progressive parce qu'on est en permanence en recherche du progrès, du changement. Et donc, la vraie clé managériale, c'est la question, en fait. Est-ce que tu fais une différence d'ailleurs entre, parce que tu parles là, tu emploies le mot excellence, entre la performance et l'excellence? Oui, totalement. C'est un de mes éléments dans mes conférences. J'ai 3 termes clés que j'utilise et qui riment, donc qui sont faciles à retenir. Pour moi, la performance, c'est un processus. C'est, pour faire simple, c'est comment je me prépare, comment je fais face à ce qu'il arrive, bien ou pas bien, comment j'apprends et comment je change du coup, et je me re-questionne pour repréparer différemment. Donc c'est un cycle permanent et donc c'est des éléments qui incluent le résultat, mais qui sont différents du résultat, puisqu'on est dans ce processus d'amélioration continue, on pourrait dire, hein, pour faire les choses simples. Ça, pour moi, c'est la performance. Quelqu'un ou une équipe de performance, c'est une personne ou une équipe qui sait gérer ce processus-là et qui a maximisé ses chances d'obtenir de bons résultats, même si c'est pas toujours le cas. Pour moi, l'excellence, c'est un état d'esprit. C'est cette idée de tous les jours, je suis un petit peu mieux que la veille. Tous les jours, quel que soit mon domaine de compétence ou mon activité, j'essaye de progresser, de gagner un petit quelque chose avec cette rigueur, cette discipline qui est celle des champions, hein, quelque part, mais qu'on peut appliquer dans sa vie quotidienne. Donc c'est un peu la motivation, c'est un peu l'envie de pas me contenter de mes acquis, de pas me reposer sur mes lauriers, mais d'essayer de faire un peu plus. Pour moi, c'est ça l'excellence. Une forme d'attitude. Une forme d'attitude, une forme d'état d'esprit, du coup, qui est jamais atteinte. Et on peut jamais atteindre l'excellence. C'est une quête permanente. Et j'aime bien rajouter le 3e mot, qui est le mot de l'élégance. Je fais souvent un peu tilt dans les entreprises, parce que je pense que derrière la performance et l'excellence, et on le voit dans le geste des grands champions, il y a toujours une forme d'esthétique, quand même, quelque part, une forme d'élégance. Et je me dis, dans l'entreprise, c'est un concept que j'aime bien pousser un peu, parce que nos tableaux Excel nous font perdre cet art du travail bien fait, du beau geste. Et je pense que c'est quelque chose qui donne du sens aux collaborateurs. Bien avoir fait son travail est quelque chose qui est très satisfaisant. Et qu'on oublie derrière les indicateurs chiffrés, les process, les reporting, etc. Donc j'interroge toujours les entreprises, j'ai évidemment pas la réponse, sur qu'est-ce que veut dire un travail bien fait chez vous, une qualité de la relation authentique qui est valorisante, c'est quoi l'élégance dans votre métier. Et ça fait beaucoup réfléchir les managers et les dirigeants, parce que finalement ils se disent, mais oui, il y a aussi dans notre métier, qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit dans la comptabilité, une élégance du geste, une esthétique de la production, qui est aussi un élément sur lequel on peut discuter. Or, il n'y a plus beaucoup de place pour discuter de ça. Donc voilà. Et je pense que dans le geste d'un sportif de haut niveau, il y a de l'élégance et de l'esthétisme. Et en tout cas, c'est un élément de performance pour moi. C'est bien de me le rappeler, parce qu'il y a différents sports, différents types d'entreprises et de sports aussi, dans lesquels la part de l'élégance a moins sa place. Moi, dans l'endurance, par exemple, l'élégance, on pourrait dire, ça sert à rien, si tu veux. Mais en fait, si, parce que c'est un peu le flow, tu vois. Quand on parle du flow, le flow, c'est pas juste processer, c'est pas juste la façon de le mindsetter, c'est simplement aussi l'aspect corporel, émotionnel, et tout est aligné à un moment donné. Et une espèce d'harmonie, finalement. Et je suis persuadé que dans ton sport, si tu t'interroges sur cette question d'élégance, tu vas trouver. Tu vas trouver des éléments. Et ils seront évidemment différents d'un sport ou d'un contexte à un autre.
C'est une question, l'élégance, c'est une interrogation. J'adore ce moment que je suis en train de vivre parce qu'en fait, je pense à, voilà, je vais te podcaster en connaissance de ce que vont en attendre les gens qui nous écoutent, évidemment, que vous soyez en train de faire votre sport ou je ne sais quoi d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, je pense déjà à un travail que je suis en train de mener sur la préparation mentale. Et effectivement, on pose souvent la question du flow, tu vois, le truc un peu l'état de grâce. Et effectivement, l'amener dans des sports où l'esthétisme est important. Tu te rappelles de Thelma, hein, il y a la note technique et la note artistique. Bien sûr. Et ô combien on est jugé et évalué, pas seulement parce que sur des critères subjectifs, quoique, mais sur la façon dont on va opérer le geste, dont on va et c'est Yann Cuchera qui me parlait aussi dans ses agrès. Oui. C'est très technique. Et oui, bien sûr. En fait, ce qui fait la différence souvent dans l'œil du jury, c'est aussi cette grâce, cette élégance dans la manière d'exécuter son geste. Ouais. Alors là, tu es sur, pour moi, l'élément le plus évident de l'élégance, qui est visible et qui est même parfois évalué. Ouais. Je pense que, y compris dans l'arrière-boutique, dans l'arrière-scène, dans la préparation, il peut y avoir de l'élégance dans les relations, dans la façon dont on se parle, dans la façon dont on conçoit sa préparation, par exemple. Ce qu'on peut aussi appeler un peu la classe, quelque part. Il y a des gens qui ont plus de classe que d'autres, il y a des situations qui sont frappantes. Hein, et je pense qu'on peut mettre de l'élégance partout. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est même dans le judo, bien sûr, qui est un sport vu comme ça, un peu de force, ou la boxe. Oui, et les grands champions ont souvent cette élégance dont tu parles. Quoi. Bien sûr. Enfin, le mot, tu vois, du coup, le mot, forcément, je vais l'employer à tout bout de champ maintenant que tu me l'as transmis comme ça. Mais je pense aussi à un échange que j'avais avec David Tissot chez lui, dans son antre. Et là, il est en train de créer le Clairefontaine de la gastronomie française, et non pas à Paris ou en région parisienne, mais à Lyon. Et c'est vrai que quand on écoute l'art de la table, l'art de l'art culinaire, forcément, là, ça a plus que sa place. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et ça va me ramener à cet échange que j'avais avec lui qui avait duré très longtemps. Je crois qu'avec Davy, on a fait le plus long podcast que j'ai jamais fait, mais tellement passionnant, et puis mettre les mots aussi sur un art. Alors pour le coup, qui manie l'entrepreneuriat, l'art de la cuisine et le sport aussi, parce que c'est un grand sportif. Forcément, j'avais toute l'équation là avec tous les paramètres que tu lui parles, donc de performance avec le process. Je répète pour vous si vous voulez l'incarner encore un peu plus profondément, parce que la performance, le process, l'excellence avec l'attitude, l'état d'esprit, et puis l'élégance avec l'esthétisme. Et moi, c'est vrai que j'accorde de plus en plus de place au corps, quoi, en fait. Le corps, les émotions, vous se connecter à tout ça, et pas juste être dans sa tête, quoi. Bien sûr, ouais. Malheureusement, notre système éducatif nous a quand même appris à faire fonctionner notre cerveau avant tout. Et voilà, c'est travail d'abord et tu iras faire du sport après. Enfin, toute cette culture française. Donc, on réinvente les réunions en marchant en ce moment. C'est peut-être une façon de revenir aussi sur la priorité au corps. Et puis, je pense que les situations un peu de burn-out ou de difficultés que peuvent vivre les uns les autres montrent qu'on n'a pas appris à écouter son corps. Donc, notre corps nous donne des signaux en permanence. C'est lui qui dit stop. C'est lui qui dit stop. Et le cerveau, il peut rien y faire. Et on devrait du coup remettre dans l'éducation de base cette fois-ci ces éléments-là, qui sont des éléments de l'homme et de la femme en tant que tel, quoi. Alors si on fait l'arrêt sur image là de tout ce qu'on vient de se dire, ça nous donne un peu une bonne vision de qui tu es, Thierry, mais finalement j'ai envie de te poser la question, t'es né comme ça? C'est venu comment? T'as des frères et sœurs? T'es né à Lyon? C'est quoi ton histoire? Je suis parisien. T'es parisien? Voilà. Parents divorcés très jeunes, ce qui est peut-être une explication de la dualité des mondes. Du coup, j'avais 2 familles, 2 Noël, plus double de cadeaux, donc c'était génial. Donc j'ai vécu ça super bien dans mon enfance, parce que du coup, 2 familles très aimantes, mais très différentes, dans 2 localisations. Donc, tu crées les ponts. Voilà, c'est peut-être parti de là s'il faut faire de la psychanalyse, j'en sais rien. Et puis non, après je crois que c'est le hasard de la vie qui m'a fait faire de belles rencontres dans le monde du sport, dans le monde de mes études aussi, voilà, et puis un peu une vision un peu légère de la vie quand même, et positive de la vie, que j'ai, je pense, depuis le début, c'est-à-dire aussi laisser faire les choses sans être naïf. C'était déjà pas inné, mais très tôt dans ta vie, ce côté léger, parce que divorce, ça peut être lourd, et puis après peut-être on est né avec une certaine forme de légèreté. Tu penses que toi c'était comme ça, ou tu l'as acquis avec des rencontres, cette légèreté? C'est sûrement les deux, entre l'inné et l'acquis, je peux jamais te dire, mais oui, ce double monde forcément m'a un peu influencé. Deuxièmement,
je pense que je sais saisir les opportunités sans forcément vouloir à tout prix qu'elles arrivent, mais quand il y en a, je suis capable de les observer et de les prendre. Ce qui a été le cas pour mes études, ce qui a été le cas pour ma thèse, ce qui a été le cas pour mes premiers jobs, voilà. Avec aussi un peu de la chance. Mais je pense que la chance est une compétence. Voilà. J'ai rencontré plein à la fois de sportifs et même d'artistes qui ont réussi des caps au travers d'opportunités, et on pourrait dire mais quelle chance ils ont eu. Et en fait j'y crois pas. Je pense que la chance c'est le résultat d'un processus de veille, d'observation, d'être là au bon moment. On loupe plein d'opportunités, mais quand il y en a et qu'on est capable de les voir, on peut au moins saisir celle-là, quoi. Voilà, je crois que c'est peut-être une aptitude ou un talent à faire ça, voilà, mais sans forcément les chercher, et avec du coup une espèce de sérénité qui fait que ce qui se passera arrivera, et je serai à l'aise pour faire avec. Sérénité et flexibilité, voilà. Sans parler de fatalisme. Non, parce que le fatalisme, tu baisses les bras. Alors que la flexibilité, tu es en action. C'est comment tu peux rebondir, comment tu peux saisir une occasion. Voilà, donc il y a une vraie différence. Non, je ne me qualifierais pas de fataliste, au contraire. Ouais, t'es pas un courant de pensée, ce qui doit arriver arrivera. Non, c'est parce que tu es en mouvement que les choses arrivent. Exactement. Et je pense aussi, et ça c'est important dans l'entreprise, ne pas s'obstiner quand les choses sont compliquées ou difficiles. Ok, ça marche pas. J'aime beaucoup ce que j'appelle la théorie des moments. Il y a des moments où c'est pas le moment. Et attendons. Et il y a des moments où les choses s'alignent, elles se font toutes seules. Et les moments de performance, ils sont là justement. Donc je pense que j'ai vraiment cette capacité à faire des choses simples, fluides, qui apportent aussi du plaisir. Ça c'est important. Et ça c'est des critères qui pour moi du coup me permettent d'identifier les opportunités qui remplissent ces critères-là. Et donc de ne pas choisir les autres. Tu me permets qu'on passe un peu de temps là-dessus? Alors c'est très égoïste ou personnel, pourquoi? Parce que ça c'est quelque chose, moi pour le coup, qui est pas du tout inné, qui est pas du tout intuitif. Par contre, c'est à force de rencontrer des gens comme toi dans ma vie que je me suis fait à cette idée qu'il y a des moments où c'est pas le moment, et ça sert à rien de trop forcer les choses, il y sera trop de jus. Et je sais pas si ça vous parle à vous, mais quand on a ce mindset entrepreneur, ou un mindset en tout cas, c'est 20 ans, 25 ans d'entrepreneuriat où les choses doivent arriver parce que tu les provoques quelque part, ou parce que vis-à-vis de ton conseil d'administration, vis-à-vis de tes salariés, il faut que les choses se fassent, et coûte que coûte, tu mets ton énergie, tu mets ton jus, et là pour le coup, on arrive à des situations un peu plus complexes, mais l'entrepreneur lâche rien, tu vois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, si tu lâches rien, il y a quelque chose qui va péter en toi, quoi. Bien sûr. Et ça arrive. C'est quand même compliqué, ça. Alors moi, j'en parle pour moi, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Je comprends. Tu peux pas accepter cette idée qu'il y a une théorie des moments. Parce que de toute façon, vis-à-vis de tes actionnaires, vis-à-vis de ton chiffre d'affaires, vis-à-vis de tes KPI, etc. Non, tu peux pas dire ça à ton banquier, quoi. C'est clair. Moi, je dirais qu'il y a de la persévérance dans l'intention. C'est-à-dire que là, tu lâches pas sur ce que tu veux faire, sur comment tu vas le faire, etc. Mais il y a de la flexibilité sur l'action. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein de façons d'arriver à son objectif. Et donc, c'est cet équilibre entre fermeté, persévérance, et là, on s'accroche, et là, on pousse, sur ce que j'appelle encore une fois l'intention, sur là où on veut aller. Et la théorie des moments, elle est sur l'action. Elle est, ok, je passe pas par ce chemin-là, j'en prends un autre, ou j'essaye d'en décrocher un autre. Mais c'est aussi pour ça que je te disais en introduction que je suis pas un entrepreneur. Je suis un intrapreneur, ce qui est assez différent, parce que je ne fonctionne bien qu'à l'intérieur de grands systèmes. Et un grand système, il y a toujours plein de fenêtres fermées, de portes fermées. Et donc comment tu vas chercher des portes ouvertes ou des petits passages dans un système, et tu les trouves toujours en fait quelque part. Donc j'ai moins ce rapport à une création qui est la mienne, que je veux voir aboutir à tout prix. C'est plutôt des projets qu'il faut stratégiquement intégrer et inclure dans un contexte organisationnel donné. Et pour moi, c'est d'autres qualités et d'autres façons de faire. Donc il y a toujours de la persévérance sur l'intention, mais du coup le contexte, notamment dans des grandes organisations, il t'oblige à être un peu malin sur le comment tu fais. Voilà, c'est ça que j'ai pu, je pense, développer au travers de la conduite de projet en fait à l'intérieur d'organisations. C'est pour ça que je me qualifie pas d'entrepreneur, parce que créer ma boîte n'a pas d'intérêt spécialement pour moi. En tout cas, c'est pas un rêve. Et puis, je pense que je serais isolé parce que, bien sûr, il y a toujours un contexte, mais le contexte, il est à créer. Alors que rentrer dans un système
que je m'amuse à essayer de comprendre et à trouver un peu des options d'action. Voilà, ça c'est plus ce qui m'amuse entre guillemets. Et te stimule. Exactement. Oui, parce que quand tu dis t'amuses, on pourrait dire oui, c'est rigolo. Non, c'est l'amusement, comme pour revenir, comme tu disais, le mouvement, le jeu. C'est comme ça aussi qu'on. C'est ça, mais le jeu est jamais loin. Le jeu est jamais loin. En plus, donc on apprend tellement plus, on retient tellement plus quand on joue. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que quand je dis amuser, c'est aussi prendre du plaisir. C'est aussi voilà, être fier de ce qu'on a fait. C'est aussi avancer même petit à petit. Voilà, donc cette dimension ludique et plaisir, elle doit toujours être là, en tout cas. T'as souvent ce feedback de gens autour de toi, t'as un regard d'enfant? Non. Moi, je trouve non, t'es le premier à me le dire. Écoute, mais c'est le regard et le sourire, forcément. Bon, écoute, c'est sympa. Oui. Je te le dis, je sais pas si tu peux le prendre, mais ça me fait. C'est comme les gens comme Joël de Ronet, des gens que je vois ça pétiller dans les yeux. Il y a toujours ce plaisir du jeu, quoi. Ouais. Mais même si la situation parfois est complexe, parfois même dramatique, c'est pas pour ça que j'aime beaucoup ce que tu dis. D'ailleurs, dans l'intention, on peut toujours avoir cette envie d'aller au résultat dans l'intention et d'avoir les yeux qui pétillent toujours par rapport à ça. Même si, oui, à un moment donné, ça s'éloigne un petit peu. J'accepte que ce sera plus loin. C'est ça. Mais ça, je n'éteins pas la flamme, quoi. Et puis au contraire, je dirais, dans des situations dramatiques, c'est encore ça qui va t'aider le plus. C'est ce qui sauve. C'est ce qui sauve, me semble-t-il. Alors, j'ai pas vécu de situation dramatique, mais toi, quand j'étais directeur académique de l'école, où évidemment t'es submergé de problèmes au quotidien, si tu veux. Soit tu plonges dans les problèmes et t'es noyé rapidement, soit au contraire, tu gardes cette idée de légèreté, de plaisir, et tu te dis d'abord c'est pas si grave, relativisons, on sauve pas des vies, voilà. Et puis deuxièmement, ce qui est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Moi j'avais une formule que j'avais mis dans mon bureau et enfin j'avais pas de bureau mais sur mon ordinateur et qui faisait marrer tout le monde. C'était ne fais pas aujourd'hui ce qui aura changé demain. Qui est aussi cette idée de pas surréagir, de pas tout de suite se crisper sur les éléments, être capable de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de relativiser. Finalement, et aussi de prendre du plaisir dans cette action-là, parce que finalement les problèmes se dédramatisent. Écoute patron, enfin patron entre guillemets évidemment, je crois que tu te rends pas compte de la situation là, comment tu réagissais quand t'es gens, non mais c'est dur pour les gens où c'est quand même et ils pourraient croire que t'as pas compris quoi, que c'était grave la situation, que c'était un enjeu. Waouh. Bien sûr. Toi cette légèreté ça a été mon attitude pour aussi calmer le stress des autres, calmer le mien aussi au passage quelque part, et puis essayer de voir les situations autrement. Donc d'essayer d'abord de faire expliciter le problème, s'apercevoir que c'était peut-être pas le bon problème, que c'était pas tant un problème que ça, et dès que tu rentres dans ces situations-là, donc toujours avec des questions. Moi j'avais aucune réponse aux questions qu'on me posait, par contre je reposais des questions. Et on s'aperçoit au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, que finalement le problème est pas si grave, que c'est pas le bon problème, que en fait on peut agir ailleurs que ce qu'on pensait agir, et finalement ensemble on a trouvé des solutions. Mais je pense parce qu'on a eu cet état d'esprit de prise de recul, de questionnement, de pas se crisper sur le sujet. Alors facile à dire, pas toujours facile à faire, on n'y arrive pas toujours, mais je pense que la première chose c'est le travail aussi d'un coach ou d'un manager, même en sport, c'est dédramatiser la situation, calmer le stress et reposer les choses sur la sable tranquillement. Déjà faire cette action-là permet de redonner de l'attitude d'action. Par ta propre attitude à toi, par du questionnement, comme tu disais. Et comment tu fais pour prendre du recul dans ces moments-là, d'ailleurs? Enfin, c'est peut-être inné chez toi, mais est-ce que tu avais un autre type? C'est comme les sportifs de haut niveau, c'est toujours un truc, le réflexe, le rituel pour faire en sorte que je prends de la distance par rapport à ce qui se passe. Non, j'ai pas de type, j'ai pas de respiration, je ferme pas les yeux, je médite pas, je crois que mon premier réflexe c'est pas si grave. Et puis c'est de prendre l'info. Ok, il y a tel sujet, il y a tel problème. Tu es capable de l'apprendre. Voilà, je l'apprends. Deuxième réflexe, c'est pas si grave. Et puis 3, voyons ce que ça donne, je réponds pas tout de suite. Et je m'aperçois que le soir, le lendemain, après un footing, après avoir discuté avec les uns les autres, problème, il a changé, c'est plus le même. Tu vois plus la même façon. Voilà, et ça arrive très souvent. Donc une fois que tu as vécu ça 2 ou 3 fois et que tu as fait des erreurs en surréagissant immédiatement à un problème qui n'était pas le bon problème, tu te dis en fait c'est pas ça qu'il faut faire. Et voilà, je pense que c'est devenu une pratique de management. Donc oui, accueillir l'info, tout de suite la relativiser et puis se donner un peu de temps.
Et même quand on veut une réponse urgente, Ouais. la réponse elle est jamais si urgente que ça en fait. La Terre continuera de tourner. T'as quand même pas mal échangé et même théorisé, fait des recherches dans des milieux extrêmement complexes, dangereux, etc. Tu parlais de l'armée, des forces spéciales. Bien sûr. Justement, est-ce que tu en as tiré quelques tips de ça ou c'est des choses que tu faisais déjà avant et tu t'es rendu compte que bah oui, ils font pareil et finalement ça marche bien? Ouais, ce que j'ai vraiment appris des forces spéciales par exemple, c'est alors ça c'est très très compliqué, hein, je suis pas capable de le faire non plus, c'est garder la sérénité dans des situations vraiment de crise. C'est-à-dire qu'il y a une information majeure qui arrive et qui peut changer complètement le cours de la mission. Elle est communiquée d'une façon sereine, courte, précise. Elle est répétée par celui qui reçoit l'information. Au lieu tout de suite d'agir et pour être sûr qu'on a bien compris. Donc on va perdre les 10 secondes. Formulation. Pour dire qu'on a bien compris cette situation-là. Et alors, le deuxième élément qui m'a frappé, c'est la capacité à avoir imaginé des options en cas d'incertitude. Et donc, une mission force spéciale, elle se prépare en imaginant des scénarios, mais pas juste le plan A et le plan B. Ouais. 60, 80, en fonction de tout ce qui peut arriver, que les militaires apprennent par cœur. Ouais. Ils sont capables de passer très vite d'un scénario à un autre, quelque part. Et donc, moi, ça m'a appris dans la vie que face à un problème, en fait, tout est possible. Et il y a bien plus de solutions qu'on pense. Et donc, se jeter sur la première solution est sûrement une mauvaise décision. Donc, le temps que je me donne, entre guillemets, qui peut être assez court, hein, mais c'est toujours se dire, il y a 5, 6 façons, si je passe par là, est-ce que ça marche, si je passe par là. Et puis, du coup, d'essayer. S'apercevoir que là, ça marche pas, que là, ça marche. Alors, déjà, le temps d'essayer des options, le problème a peut-être changé. C'est plus la même chose, déjà. Et puis, le fait, surtout, de chercher des options va t'amener à en trouver certaines, parfois, qui sont innovantes, ou auxquelles tu n'aurais pas pensé immédiatement. Et c'est aussi une façon de sortir par le haut des sujets. Alors, encore une fois, ça marche pas tout le temps. Mais voilà, c'est ça que j'ai appris, en tout cas, et puis de garder son calme. Ouais. Plus possible, hein, c'est jamais simple, notamment quand on est dans des situations risquées de vie ou de mort, etc. Mais c'est quand même rarement le cas pour monsieur et madame tout le monde. Donc très honnêtement, un problème d'entreprise qui arrive ne nécessite pas forcément de monter dans les tours et de générer du stress. On peut aussi en parler calmement, quoi. Oui. C'est sans se précipiter, en fait. C'est ça, exactement. L'action, c'est pas se précipiter. Et moi, j'ai le souvenir tu arrives au bureau à 9h, t'as des gens qui se précipitent sur toi en disant j'ai un problème super urgent ce matin. Lundi matin. Rien ne va plus le lundi matin. Voilà, vous avez tous vécu ça, je pense. Sans François, certains. Premier réflexe, c'est un peu d'humour. Faut que je te parle. C'est ça. Un truc grave, là. C'est un peu d'humour. Et moi, il n'y a plus de café. Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Voilà, l'humour est intéressant aussi dans ça. Ouais, le calme, la prise de distance et parfois une touche d'humour. Voilà, exactement. Ça peut aider aussi. J'étais très nul, moi, pour ça. Je prenais tout au premier degré. C'était une catastrophe. Je me revois dans des situations. Je crois que ça s'apprend, hein. Ouais. Je crois que tout s'apprend, en fait, hein. Donc, voilà, ouais. Si j'avais su, à l'époque, ce que je sais aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais été un bien meilleur manager, un bien meilleur sportif, un bien meilleur dirigeant, etc. Mais la vie, voilà, c'est comme ça. Comme tu as dit, c'était pas le moment. C'est ça. Et puis, on apprend tout au long de sa vie et c'est pas grave. Parce que t'as pas appris avant, tu l'apprends maintenant et tant pis, il faut pas regretter. Ouais, mais tu vois, le jeune dirigeant qui nous écoute, manager ou coach, tu vois, qui a 20 ans, 25 ans, il a envie de faire tout bien tout de suite. Bah, c'est pas si grave s'il fait pas tout bien tout de suite. Et puis le tout bien veut dire quoi, quelque part, hein. Le tout bien est toujours relatif quelque part, hein, à un moment ou à un autre. Donc oui, bien sûr, faire de son mieux. Ça c'est vraiment important. Ouais. Mais tout réussir, d'abord c'est pas possible. Et puis l'échec est apprenant. Donc il faut aussi rater pour réussir. Ça aussi le monde du sport connaît ça par cœur. Hein. Donc par contre que ces soi-disant échecs quelque part, soit apprenants, soit des occasions de se questionner, de grandir, voilà. Et donc penser aussi au-delà du court terme quelque part. Moi ce que j'ai appris aussi du monde sportif, c'est comment tu relis le court terme au long terme. Comment tu relis ta compétition, qu'elle soit réussie ou ratée, ton épreuve du moment, à une intention qui est beaucoup plus longue, à un projet qui est beaucoup plus long, qui est à 4 ans pour des Olympiades ou à la fin de la saison pour un championnat, ce qui te permet de déculpabiliser. Par exemple, une équipe ou un sportif en particulier qui a un talent par rapport à cette notion de court terme, long terme Non, moi j'ai eu la chance de travailler avec l'équipe suisse qui avait gagné la Coupe de l'América dans les années 2000, donc c'est un peu un vieux projet, et qui avait zéro apprentissage, enfin zéro expérience, puisque c'était leur première participation à cette épreuve. Donc une équipe suisse qui n'a pas de mer, qui participe à une épreuve maritime gagnée par des grandes nations maritimes, hein, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., qui partent sans aucune expérience. Comment ils font ? Ils ont mis en place un processus d'apprentissage très sophistiqué, en profitant de chacune des petites épreuves court terme qu'ils vivaient. En disant, si on perd, c'est pas grave. Par contre, qu'est-ce qu'on a appris ?
Et si on gagne, il faut pas s'enflammer. C'est pourquoi on a gagné, c'est quoi les éléments qu'on peut reproduire. Et j'avais beaucoup appris de leur façon de connecter l'événement court terme, qu'il soit réussi ou raté, à un futur qui était à 4 ans pour eux, qui leur semblait complètement impossible à atteindre et qu'ils ont atteint par cette capacité à gagner en confiance progressive et en apprenant en permanence. Ils appelaient ça des effets cliquets d'apprentissage. J'aime beaucoup cette notion, parce que du coup, il y a des erreurs qu'on fera plus jamais. Et donc, ils ont accéléré leur processus d'apprentissage. Et c'est cette capacité à avoir la tête dans le guidon et en même temps, la tête dans les nuages. Voilà, et souvent, on a un peu l'un ou l'autre, quoi. J'ai gardé ça, en tout cas, de cette expérience-là, parce que je pense que même pour un manager, elle est très importante, quoi. Et donc, les événements quotidiens, qu'ils soient réussis ou qu'ils soient ratés, qu'ils soient des problèmes ou qu'ils soient des succès, toujours à relativiser par rapport à l'intention et à l'objectif. Et en même temps, l'objectif et la stratégie, elle se nourrit de l'ensemble des événements quotidiens. Quand on est capable d'avoir ce niveau de raisonnement aux deux niveaux, bah, je pense qu'on est un peu plus solide, en tout cas. Donc sur la vision temporelle, la temporalité des choses, et tu disais aussi la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. C'est ça. Ou le nez dans le guidon. Tu penses à quelqu'un en particulier? Je vais essayer de te poser un peu plus ces questions-là, parce que comme tu as beaucoup de références, autant les utiliser, de sportifs ou d'entrepreneurs ou dans les forces spéciales, comme tu disais, justement sur cette capacité en gros, incarner une vision et être à la fois faire du preuve de bon sens au quotidien, c'est pas si évident que ça. Non, c'est pas. Tu penses à quelqu'un en particulier? Écoute, j'ai pas de nom qui me viennent à l'esprit là. C'est plus des bribes que j'ai pu prendre à droite et à gauche. Et quand je te disais que moi j'essaye de, alors modéliser, c'est bien un grand mot, hein, mais en tout cas de mettre en mots des attitudes, des pratiques. Je crois que j'ai pas vu une personne qui compilait l'ensemble des best practices, si tu veux, et qui était le modèle à mettre sur un piédestal parce qu'il faisait tout très bien. Ce sera ce que fera peut-être l'intelligence artificielle demain. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai pas de nom de quelqu'un qui sait très bien faire ça. Par contre, toi, je fais référence à cette expérience de la Coupe de l'América qui savait très 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 bien faire ça. Je pense qu'on peut trouver chez chacun, qu'il soit champion ou pas d'ailleurs, hein, des éléments d'apprentissage. Et moi, mon travail, c'est d'essayer un peu de les formaliser, de mettre des mots dessus et de les diffuser. Et je pense que quand je dis même, par exemple, connecter le long terme au court terme, le court terme au long terme, chacun peut le faire à sa façon, avec son propre mode et son propre style. Donc ce principe-là, ce que j'appellerais une méta-règle, elle est aussi à décliner dans des situations qui peuvent être très très différentes. Tu vois, un étudiant, il a une succession de cours, mais quelque part, il a une intention professionnelle qui est pas forcément très claire et qui va se nourrir de l'ensemble des expériences qu'il va vivre au quotidien. S'il est trop dans ce côté court terme, il risque d'oublier après sa vision, son projet, son rêve, son défi. Exactement. Et s'il est trop dans je veux être ça plus tard, il n'a pas profité bien des expériences qui peuvent le faire changer un peu son projet. Un sportif, si pour moi, il oublie aussi. Toi, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps avec des sportifs là dans le cadre des étoiles du sport sur leur projet sportif. Moi, j'ai insisté pour qu'on ait à côté une réflexion sur le projet de développement, avec l'éducation, mais pas que, qui peuvent être aussi les passions, les activités autres, et tout ça mis dans un projet de vie. Alors, pour des sportifs de 18 ans qui visent les prochains Jeux Olympiques, le projet de vie, il est loin, si tu veux. Sauf que si aujourd'hui, il commence pas à réfléchir à qu'est-ce que je veux être comme homme ou comme femme, au-delà de ma carrière sportive, à quoi je veux contribuer, qu'est-ce qui m'aura permis de m'accomplir dans ma vie, je trouve que leur projet sportif, il est très étriqué. Donc toi, c'est une façon de décliner ce que tu disais. Je réfléchis à un projet de vie qui est pas clair, qui est pas encore très défini, mais quand même, j'ai cette optique long terme. Et puis maintenant, j'ai ma carrière sportive court terme que je vais alimenter, etc. J'ai un peu je me faisais la réflexion avec Peyo Crémade, qui est un jeune de 20 ans, mais quand je discute avec lui, il incarne. Ça me fait penser à lui ce que tu dis en fait. Il a une vision d'être le numéro 1 dans sa discipline, mais qui n'est pas juste une finalité en soi, c'est un projet de vie et qui incarne bien plus de choses que d'être le numéro 1 dans sa discipline, le kitesurf. Et je lui posais la question par rapport à ma génération, la nôtre Thierry, ou peut-être ceux entre lui et nous qui n'ont pas connu cette période complexe du Covid, où d'un seul coup il y a ce retour à une quête de sens. Alors je fais une généralité qui n'en est pas une, mais j'ai le sentiment que les jeunes d'aujourd'hui, je veux juste ton regard là-dessus, par toi qui côtoie les jeunes à l'EM Lyon et pas que, aussi dans les étoiles du sport comme tu le disais par exemple, ils se posent peut-être plus cette question aujourd'hui qu'ils se la posaient avant. Alors, est-ce que c'est le Covid ou pas, j'en sais rien finalement, mais où nous on avait peut-être moins cette quête de sens parce que finalement les choses étaient peut-être moins pesantes ou pour je ne sais quelle raison. Est-ce que toi tu as un regard là-dessus sur ces jeunes qui arrivent là aujourd'hui et par rapport à cette question que tu leur poses?
Écoute, un partage d'expérience suite à la semaine que j'ai avec les Étoiles du Sport, où on avait 60 très jeunes sportifs entre 16 et 20 ans. Hein. Moi, j'ai pris une claque sur leur maturité, sur leur capacité effectivement à s'intégrer dans un contexte, à comprendre des enjeux, à chercher un sens qui dépasse leur carrière sportive, à se connecter au monde. Donc, ça m'a vraiment rendu très enthousiaste en disant on a des jeunes très très brillants et qui ont compris que le sport était un levier, une plateforme important, hein, dans lequel ils passaient évidemment beaucoup d'énergie, hein, mais il n'y a pas que ça. Et donc une vraie lucidité sur le monde que moi, très honnêtement, j'avais pas à leur âge. Et moi non plus, voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Je n'avais pas le sentiment à cet âge-là de me poser toutes ces questions. Non. Moi, ma vie s'arrêtait à la fête du samedi soir ou à la prochaine compétition. C'est ça. Si tu veux. C'était pas le jeudi soir, toi? Voilà, non, ouais, c'était le samedi. Mais bon. et donc effectivement, est-ce que c'est la pression du monde, le Covid, en tout cas des éléments en tout cas ceux que j'ai côtoyés ont su intégrer de façon positive. Ce qu'on voit aussi beaucoup avec nos étudiants de l'EM Lyon, qui sont des gens qui ont pas même pas mal de recul, mais pas tous non plus, hein, il faut pas exagérer. Mais je pense à l'inverse, il y a aussi beaucoup de jeunes qui doivent être écrasés un peu par ça, par le stress de la réussite, par le stress de la vie complexe, de l'incertitude. Donc je pense qu'on a juste créé un peu un écart entre une population de jeunes qui a les moyens, par le sport, par l'éducation, par leurs milieux sociaux, professionnels, peu importe, d'avoir cette maturité et de comprendre le monde dans lequel ils sont et d'essayer de s'y mouvoir. Et puis ceux qui, pour d'autres raisons, malheureusement, subissent finalement beaucoup plus ça. Mais dans tous les cas, c'est une forme de pression, quoi. Même s'il y a une conscientisation, ça reste une pression quand même. Clairement une forme de pression. C'est une responsabilité, allez, on va dire une responsabilité. C'est clair. Puis on voit que le taux de mal-être, hein, pour pas dire plus, des jeunes aujourd'hui, s'accroît de façon très importante. Hein. Donc voilà, il faut pas se cacher non plus ce côté un peu de la jeunesse aujourd'hui. Donc c'est pas toujours simple d'être jeune aujourd'hui, je pense. Donc qu'est-ce que tu leur apportes toi d'ailleurs? Et après je reviendrai un peu toi sur ton parcours justement. Qu'est-ce qui t'a amené à justement prendre des responsabilités académiques? C'est intéressant d'avoir aussi ce parcours que tu as eu toi. Mais qu'est-ce que tu leur apportes aujourd'hui à ces jeunes? Écoute, je suis pas préparateur mental, je suis pas psychologue, donc je ne sais pas trop ce que je leur apporte, c'est une bonne question. J'essaie de leur apporter du temps d'écoute, et de discussion, déjà. Je suis pas sûr de leur apporter des réponses, parce que je les ai pas, et c'est à eux de les trouver et de les construire. Je leur apporte aussi des mises en relation, c'est-à-dire que je joue mon rôle de connecteur, en leur faisant rencontrer des gens, des autres étudiants, d'autres personnes, pour qu'ils puissent s'ouvrir, comprendre, réfléchir, faire leur propre chemin, en fait. Et puis, tu parlais de bienveillance au début. Leur dire que bah oui, je comprends leurs soucis, c'est un vrai souci, il n'y a pas la réponse tout de suite, mais que c'est aussi un parcours de vie. Voilà, donc c'est un peu modeste en fait, hein, mais c'est important aussi, je pense, de pouvoir être écouté. Mais je vais pas plus loin parce qu'après c'est plus de mon ressort. Oui, en termes de compétences, mais ne serait-ce que du temps, de l'écoute. Exactement. Et même les experts, d'ailleurs on le dit souvent, hein, quand on va voir un expert, la première chose qu'on attend de lui, c'est pas qu'il nous apporte la réponse à la problématique, c'est surtout de l'écoute. C'est ça. La compréhension, ce que tu disais, et puis la reformulation, s'il répète bien ce que je lui ai dit, c'est qu'on est en connexion. C'est ça. Et le premier, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas ça au préalable, de toute façon. Voilà, donc je m'arrête là, moi. Ouais. Et après, il y a des gens qui le font sûrement mieux que moi. Et après, tu connectes. Voilà, exactement. Ok. Oui, moi, pour être un peu sur cette phase en amont et après dans la phase un petit peu après, puisque la psychologie et la prep mentale, mais pareil, à un moment ou à un autre, tu sais où ça s'arrête ta responsabilité ou ton niveau de compétence, et je pense que c'est aussi là-dessus qu'on doit s'éveiller soi-même, c'est sur sa capacité à pouvoir apporter non peut-être pas que des réponses, mais des outils, à mettre la personne dans les bons environnements pour qu'elle puisse s'approprier tout ça finalement, parce que vas-y tiens, prends ça et ça ira mieux. Ça c'est curatif. Et puis il y a aussi une approche qui est un peu une philosophie pour moi de vie, qui est de dire je ne suis pas responsable de ce que fait la personne de sa vie et de son parcours. Ce qui est peut-être un peu lâche, hein, je sais pas, mais moi je peux aider dans la mesure que je peux, je donne des ressources, des contacts, mais il y a un moment ou un autre, il faut que la personne prenne. Voilà. Donc pour moi, ça c'est la limite et la frontière, qui a été d'ailleurs très marquant dans mon mode de management. Je propose des ressources, des solutions, des idées, après les gens prennent ou prennent pas, et s'ils prennent pas, c'est leur responsabilité. C'est pas la mienne. Voilà. Ce qui est une façon de voir les choses qui peut avoir aussi des limites. Oui, après tout dépend des personnes qu'on a en face de soi. Et puis voilà, ce qui est pour ça que je ne serai jamais coach, par exemple, où j'accompagne une personne dans le temps.
Ouais. Donc moi, je suis plutôt sur des apports et la personne en fait ce qu'elle veut. Voilà. Ce qui est aussi une façon de me déresponsabiliser. C'est pour ça que je parlais un peu de lâcheté quelque part, mais peut-être de mettre la personne en face en plus grande responsabilisation. Ouais. T'as des enfants, Thierry? J'ai 2 filles, ouais. Deux filles. Qui ont quel âge, c'est pas indiscret? Eh ben non, 30 et 26. D'accord. Même si ça change tous les ans. Donc, ouais. Bon, tu es toujours là pour elles aujourd'hui. Oui, elles sont toujours là pour moi. Pas lâché. Non, on est très fusionnels. En plus, oui. Et puis, non, écoute, rien à dire de spécial à part que c'est merveilleux, forcément. En tout cas, tu disais tout à l'heure, je sais où s'arrête mon accompagnement, mais voilà, on est tous, pas tous, mais on accompagne aussi des gens qu'on aime, soit par le sang, mais aussi par l'amitié, par amitié. C'est clair, mais elles m'ont beaucoup accompagné. Hein. J'ai appris énormément d'elles. Hein, on y revient. T'apprends autant. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que je faisais notamment de ma grande fille un laboratoire d'observation sociale de la façon dont c'était l'apprentissage du mode réseau, les premières technologies de mise en réseau, etc. Comment elle fonctionnait dans la classe avec ses cercles d'amis. Moi, une de mes plus grosses surprises, c'est ma fille qui était petite devant la télé, devant une manifestation. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Je leur dis, ils sont pas contents, donc ils manifestent. Mais elle me dit, à quoi ça sert? Et j'ai compris à ce moment-là que son mode de fonctionnement, quand quelque chose allait pas dans sa classe, était déjà totalement différent. Donc je me suis servi de mes filles comme observatoire des nouvelles générations, et c'est fabuleux ce qu'on peut apprendre des jeunes aujourd'hui, je trouve. C'est ce qui t'a amené justement à piloter au sein de alors, quand est-ce que tu es arrivé à l'EM Lyon, d'ailleurs? Il y a très longtemps, un peu par hasard, puisque moi je venais du monde de l'université. Plutôt d'ailleurs un peu anti-grande école, parce qu'il faut bien se positionner toujours. T'es un peu rebelle, donc, ta façon de penser. Beaucoup rebelle, je pense. On avait même, je sais pas si c'est politiquement correct de le dire, mais quand j'étais à l'université, on avait des coopérations avec une école de commerce, c'était pas à Lyon, donc je peux le dire. Et il y avait l'idée d'avoir des associations un peu communes d'étudiants. Et on s'était même avec un copain mis dans une association avec l'objectif de la faire échouer. pour te dire le niveau. Donc voilà, je connaissais pas ce monde-là en fait. Et donc moi je suis un près du conseil, j'étais dans le conseil, j'étais à l'international en Suisse, travaillé 2 ans. Et par hasard, il y a eu des cours à faire. Donc dans une période un peu de transition, je me suis dit je vais assumer quelques cours ici. Et en fait, mais en disant j'y resterai pas. Et en fait j'y suis resté parce que j'ai découvert que c'est un monde qui est au croisement justement de beaucoup d'univers, l'univers des jeunes, des entreprises, de la recherche, de la transmission, etc. Donc c'était un monde d'opportunités absolument fabuleux. Voilà, d'autonomie, dans un cadre intrapreneurial, qui est quand même un gros système. L'école est quand même un gros système, mais du coup avec la possibilité d'avoir des milliers d'initiatives et de projets aussi fabuleux les uns que les autres. Donc une fois que j'avais compris ça, du coup j'y suis resté. Ça doit faire depuis 25 ans. J'ai changé de métier tous les 3 ans ou changé de projet tous les ans. Voilà, donc c'est un environnement absolument fabuleux, en contact avec la jeunesse en permanence, dans lequel on peut être force de proposition, on peut créer son propre job, créer ses propres activités. Voilà, donc c'est juste un environnement qui est, comment je peux dire, au carrefour du monde actuel, entre des questions de société, d'environnement, de technologie, nos jeunes générations, les entreprises qui ont des besoins, le monde de la recherche qui vise à apporter de la connaissance. Voilà, c'est juste un monde fabuleux quand on le connaît et qu'on le comprend bien. Tu préfères les carrefours au rond-point, toi? Oui, le rond-point tourne rond. Le carrefour, tu traverses, tu reviens. Et tu croises du monde. Tu croises du monde, exactement. Si je pouvais avoir mon bureau au milieu d'un rond-point, ce serait magique. Ah oui, être au milieu du rond. Au milieu du rond, bien sûr. Et c'est au cours de ces 25 années, à quel moment tu te sens vraiment... Alors, ma question est con. J'allais dire tu te sens à ta place, mais comme c'est jamais figé, que ça bouge toujours et t'es en mouvement, il n'y a pas un moment donné où tu dis je suis à la bonne place au moment. C'est quelque chose qui est toujours en mutation. Mais est-ce qu'il y a un métier, un poste dans lequel tu t'es plus éclaté qu'un autre? Non, je me suis toujours éclaté. Ça, c'est vraiment un driver. Il y a une situation qui était un peu particulière pour moi, c'est quand j'ai été nommé directeur académique. Donc directeur académique, c'était à l'époque, t'es patron de l'ensemble des profs et de l'ensemble des programmes. Donc l'usine en fait, si tu veux, de l'école pour le faire simple. J'étais pas préparé à ça et j'avais pas d'expérience et j'étais juste prof entre guillemets, même avec une expérience de management avant. Donc là il y avait un gap qui était important et dans une filière qui me convenait pas, parce que c'est le type de poste dans lequel tu finis directeur d'école. Et pour moi être directeur d'une grande école n'était pas du tout un rêve ou un but. Donc j'ai fait le pas parce qu'il y a le défi, il y avait le contexte de transformation de l'école, etc. Mais je l'ai négocié sous forme de CDD. Je lui ai dit je prends ce poste en CDD ou en stage
Pour une période de 3 ans. Tu restes statutaire dans... Alors, oui, tout à fait. Je dis ça, c'est un mot, je reste complètement statutaire. Mais c'était pour annoncer que c'était une prise de fonction temporaire. Okay. Parce que pour moi, m'enfermer dans une filière, c'est un piège, comme tout enfermement, quelque part. Donc, comment je retrouve de la liberté? Donc, j'ai assumé cette fonction. Et moi, ce que j'adore, tu l'as compris, c'est les périodes de transition. Donc la première année est juste géniale parce que tu découvres tout. La deuxième année, tu mets en place. Et la troisième année est juste géniale parce que tu es en transition et tu passes le relais et tu penses à la suite. Voilà. Moi, je suis très très à l'aise dans les périodes de transition. Donc ma vie est faite que de transition, en fait. Et ça vient peut-être, je suis un coureur de 100 mètres et de 200 mètres, moi. Donc je suis un sprinter et je l'ai vraiment intégré dans ma vie. Je ne fais que des activités courtes à forte intensité d'énergie. Donc des postes pas frustrant pour les gens les gens de ton environnement qui s'y attendent un peu de stabilité, de rassurance, de vision justement, d'être plus installé sur une période plus longue. Comment t'as réussi à toi trouver à mettre ça? Parce que d'abord je le dis, je l'assume, j'en souffre pas. C'est accepté. Et il y aura d'autres personnes qui prendront le relais où j'organise les équipes pour que la stabilité passe derrière, si tu veux. Donc voilà, je pense que ça correspond à assumer ses talents et ses points de force. Voilà. Et du coup, en tout cas, le constat est que j'ai vécu ma carrière professionnelle vraiment par cette idée de rythme, à peu près de 3 ans, que j'ai créé en fait moi-même. Voilà. Il y a des boîtes, là, pour être dans le monde corporate, c'est plutôt dans l'ADN de certaines boîtes de se dire, bah tiens, un an, tu découvres, la deuxième, tu poses vraiment les choses, et puis la troisième, on va, allez, ça y est, on récolte, comme au rythme des jachères. Mais sauf que la jachère n'existe pas en entreprise, il n'y a pas une année où on est en jachère, donc on va tourner en passant la case jachère. Mais tu vois, c'est plutôt dans l'ADN de beaucoup de boîtes, de certaines boîtes, pas beaucoup, mais d'autres où c'est un peu plus institutionnel, un peu plus... Alors, ce qui est intéressant, ce que tu dis, tu me fais réfléchir, c'est que j'ai en parallèle des éléments de stabilité très forts. Le type, ça fait 25 ans que je suis fidèle à l'EM Lyon. Dans le même établissement. Dans le même établissement. Je suis fidèle aux personnes. T'es pas bien en rouge d'ailleurs, je te... C'est vrai, je suis pas bien en rouge. Des personnes avec lesquelles je travaille depuis 25 ans. Dans différents postes, avec différents statuts, etc. Donc, une très très forte stabilité aux personnes, très forte loyauté, ça c'est important pour moi, voilà. Et puis, on va dire un ADN ou des cultures ou des principes qui, eux, bougent pas. Donc, un centre qui est solide, me semble-t-il, qui, je pense, favorise la flexibilité et l'adaptation. Donc, je suis pas fidèle au statut, je suis pas fidèle au poste, aux missions, et là, je suis dans des optiques de 3 ans. Mais je pense que derrière, il y a un fond de stabilité que les gens comprennent et qui permettent d'assurer, de pas être dans l'excès. Et je pense que des entreprises peuvent s'organiser comme ça. Dans un monde d'incertitude, c'est quoi nos pôles de stabilité, notre culture, nos valeurs, qui on est, la qualité de nos relations, etc. Et comment, en s'appuyant sur ce pôle de stabilité, on va justement pouvoir générer de la flexibilité, du changement permanent, mais qui devient complètement acceptable et tolérable parce qu'on a des socles communs qui sont solides. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas ces socles communs, là, effectivement, on crée juste du mouvement quelque part et de l'instabilité, justement. Tu parlais de Claude Onesta, justement, dans lui qui incarne un certain nombre de valeurs et sur lequel on s'est beaucoup appuyé dans le cadre de l'excellence. J'essaie de poser mes mots, excellence et performance, en tout cas dans le monde sportif et toutes ses composantes. Est-ce que tu as un exemple qui te vient à l'esprit sur une équipe ou un sportif justement qui est resté un peu fidèle à ses valeurs, fidèle à ce que cette notion rassurante qui fait qu'on peut s'appuyer sur lui, mais en même temps il a changé de place, il s'est adapté à chaque fois, il a fallu prendre des missions diverses et variées. Alors pour le coup pas Claude Onesta, le coach, mais ça peut être un sportif ou un coach d'ailleurs, hein. Tu penses à des gens en particulier? Je connais comme toi Sarah Ouramoun par exemple, que je trouve remarquable dans ses capacités à avoir un engagement sociétal, à avoir un rôle institutionnel, à avoir conduit une carrière de championne, tu vois, hors pair, des gens comme ça. Je pense qu'un Teddy Riner dans le judo, je le connais pas, mais doit être un pôle de stabilité, de sécurité aussi, et qui s'est réinventé aussi en permanence. Quand t'as réussi à te réinventer, toi, comme justement, parce que vu l'extérieur, moi, tu vois, Teddy Riner, Sarah, j'ai un tropisme puisqu'on se connaît bien, mais avec Teddy, moi, je suis bluffé de voir cette capacité à chaque fois à se remettre en dynamique sur le même projet. Le projet reste le même. C'est clair. Les compétiteurs, limite, qui changent, et encore, les règles sont à changer. Comment toi, tu trouves justement cette appétence, toi, personnelle Est-ce que c'est pas d'abord justement ce qui fait la différence entre les très grands champions? Je crois qu'un Federer a changé à un moment pour aussi rester compétitif. Je crois qu'un
Tony Parker a aussi changé son zeste et déconstruit sa mode de jeu pour devenir le leader qu'on connaît des Spurs. Donc j'ai l'impression qu'on a ça chez les très très grands champions. Moi, ce qui me ressource ou restructure, c'est les autres. C'est l'environnement, c'est ne pas être has-been dans un environnement. Et comme ici on est secoué par des jeunes et par des changements permanents. Et le digital, je pense que et le digital, la réinvention, elle est effectivement par l'ouverture au monde, en fait. Tu t'es ouvert, toi, tout ça, justement, c'est une nouvelle façon de faire, Oui, sans être expert particulier, mais oui, j'utilise les réseaux sociaux, les technologies, ChatGPT, je connais. Voilà, je suis pas du tout un expert, j'ai pas creusé la piste, si tu veux, mais je suis un utilisateur lambda qui l'utilise, j'espère, de façon intelligente et mesurée. Voilà, mais qui est un élément pour moi parmi d'autres, qui est pas l'élément fondamental et qui va changer tout. Donc c'est un élément d'ouverture aux autres parmi d'autres. Ce que me disent les jeunes, on est aux d'autres éléments. Ce que j'entends des problématiques d'entreprise qui évoluent en permanence sont d'autres éléments qui me nourrissent. Voilà, et je pense que le plus grand danger, c'est l'enfermement sur soi, sur son monde, sur sa sécurité. Et je pense que pour se réinventer, il faut pas forcément se mettre en danger d'ailleurs, mais simplement s'ouvrir à l'extérieur. Et c'est l'extérieur qui nous pousse à nous réinventer. T'as pas mal étudié sur des cas plus difficiles pour le coup, s'adapter des fois alors, par rapport à des mouvances, des émergences, des nouveautés, etc. Bon là c'est plutôt des opportunités, donc t'as l'air très ok avec ce terme d'opportunité, mais parfois aussi c'est aussi dans la douleur, dans la blessure pour parler des sportifs, et là on va parler plutôt de notion de résilience. T'as connu toi un moment... Si tu peux en parler, en tout cas, un moment de ta vie où ça a été vraiment quand même compliqué, là, parce qu'on t'écoute, tout a l'air simple, finalement, on s'adapte, etc. Mais tu disais tout à l'heure, j'ai pas connu un moment trop difficile dans ma vie. Je pense que forcément, t'en as eu comme tout qui n'en a pas. Et pour toi, la résilience, en quoi ça vibre en toi? Et que, voilà, je reviens sur des choses un peu plus complexes, quoi, pour le coup, qui nous touchent dans notre chair. Tu parles de fidélité aussi, on perd des amis en cours de route, des fois, la vie est ainsi faite, mais en ce moment, je suis très, très affecté par ça parce que j'ai des personnes qui me sont chères et qui disparaissent, tu vois, d'accidents de vélo, accidents ou la maladie parfois. Alors ça me touche pas de près, mais ça m'a touché quand même. Donc je pourrais te parler de résilience, mais toi, j'aimerais que tu nous en parles, toi. Écoute, j'ai perdu mon papa l'année dernière, perdu un ou deux amis proches, très peu en fait. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir encore quasiment toute ma famille, tous mes amis. C'est d'autant plus dur quand ça arrive. Voilà, c'est d'autant plus difficile quand ça arrive. Et en même temps, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que j'ai pas peur de la mort, même si c'est un peu présomptueux de le dire, parce que je sais que ça arrivera. Et j'avais une autre formule sur mon ordinateur. Dans la vie, rien ne sert de s'en faire. Ça finira mal, ou quelque chose de ce type-là. Voilà. Dans la vie, il faut pas s'en faire. Personne n'en est jamais sorti vivant. C'est ça la formule. Voilà. Donc il y a aussi une philosophie de vie. Après, non, j'ai beaucoup étudié la résilience par l'histoire des autres. Je sais pas, c'est peut-être un défaut, notamment dans mon bouquin, j'ai quelques cas de résilience qui sont assez spectaculaires. Tu penses à qui? Bon, il y a l'histoire de Tiffany Huot-Marchand, tu sais, qui a eu cet accident, la skateuse de vitesse, là, qui a eu cet accident qui lui a paralysé, en fait, elle a une fracture de la 5e vertèbre, et qui a refusé l'opération, qui l'aurait clouée en fauteuil roulant, et en fait, elle a remarché derrière. Et je l'ai mis en perspective avec une histoire très ancienne d'un bourgeois du début du XXe siècle, un noble américain qui est reçu à Harvard. Il habite en Suisse et il prend le Titanic pour aller à Harvard. Il coule, il reste 8 heures dans l'eau glacée. Il est rescapé par un bateau, le premier bateau là qu'on voit dans le film. Et pareil, le médecin veut l'amputer des 2 jambes, et il refuse cette opération, et il est double vainqueur de l'US Open Tennis 2 ans après. Donc c'est des histoires complètement spectaculaires, hors du temps, etc. Mais qui, moi, m'émerveille. Tu vois, toujours cette idée. T'arrives à t'émerveiller là-dessus sur des choses qui sont pas contemporaines? Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on t'a pas vécu, que t'as pas connu. Je te dis, la résilience, c'est un concept que j'étudie au travers des histoires des autres. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais heureusement parce que j'ai pas eu, moi, de cas me touchant personnellement. J'ai même, toi, en parlais de carrière sportive, je crois que j'ai jamais été blessé. Un petit peu là. Alors là, ça commence un peu, voilà, exactement. Mais je crois que c'est ma première vraie blessure, en fait. Donc toi, voilà, j'ai pas vécu dans ma chair, en tout cas, une situation de ce type-là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais donc je m'émerveille de ce que sont capables de faire. Les Jeux paralympiques, pour moi, ont été une période juste extraordinaire. Mais pas que. La résilience, c'est tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde. Et autour de nous, on est entouré de cas. Voilà, donc moi, comme toujours, j'essaye d'abord de m'émerveiller, d'observer, de comprendre, de recueillir, et puis d'essayer de modéliser.
toujours avec cette modestie de dire qu'est-ce qu'on peut en sortir comme principe, comment on fait, et de le transmettre à d'autres, même si moi je l'ai pas vraiment vécu en fait, mais ça fait rien. Ouais, mais là c'est l'objet de ce que tu as pu faire aussi, que tu fais encore de la recherche quoi en fait finalement. Voilà, c'est une recherche sur quoi d'ailleurs tu fais toi, sur l'humain, sur comment tu l'as. Non, moi j'ai fait beaucoup de recherches effectivement sur l'humain, le management et puis les éléments humains qui permettent la performance. La résilience étant un des éléments de la performance évidemment. Donc moi ce qui m'intéresse de savoir c'est comment on fait, comment ça marche, comment on récupère, et voilà, les histoires que j'ai pu trouver ou les personnes que j'ai pu interviewer qui étaient face à des cas de crise, ils nous expliquent comment ils font, comment ils s'y prennent. Alors chacun s'y prend de façon différente, mais globalement il y a un certain nombre de paramètres finalement qui ressortent tout le temps. Tu vois, le passage à l'action rapide, la qualité de l'entourage qu'on va avoir dans des situations de ce type-là, la capacité qu'on a à se fixer des objectifs démesurés, par exemple, qu'on est sûr de pas atteindre, mais qui sont des drivers qui vont pousser les petites victoires quotidiennes. En fait, voilà, donc c'est plutôt des éléments comme ça que j'essaye de mettre en évidence. Même arrêter un tout petit peu sur cet élément-là, le passage à l'action, ok. À un moment ou à un autre, on est peut-être rattrapé par le fait qu'il faut se poser, mais bon, le passage à l'action, parce que c'est toujours l'idée d'être en mouvement. Et puis dissoudre le stress dans la petite action, parce qu'on peut aussi, bien sûr, il y a des périodes difficiles, toutes ces personnes m'en ont parlé, mais il y a des moments, soit on reste emprisonné dans ce on n'y arrivera pas et c'est fini, soit au contraire, on se remet en mouvement tout de suite. Et donc, c'est aussi une façon de reconstruire. En tout cas, c'est un des paramètres que j'ai capté, moi, chez l'ensemble des personnes qui m'ont raconté leurs histoires de résilience. Allez, on parle de résilience. C'est ça, il y a des accidents partout. L'entourage, ça peut paraître une évidence, qu'on pourra en parler longtemps aussi, évidemment, mais moi, j'aimerais bien qu'on mette le focus sur le troisième point qui pourrait prêter à discussion, avoir un objectif extrêmement élevé. Et là, pour le coup, certains pourraient dire « ouais, mais il faut rester réaliste », ou d'autres pourraient dire « ouais, mais ça va me mettre la pression, etc. » Or, il semble que dans tes études, et moi je pourrais croiser les miennes avec les tiennes, j'arriverai sur le même point, c'est qu'effectivement, tu as un objectif, bah, mets-toi la barre au-dessus parce que et je vais mettre mes raisons à moi. Mais toi, qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, c'est une conviction forte? Écoute, là aussi, si on prend tous les champions, ceux qu'on a cités tout à l'heure, ils ont un rêve. Ils ont une ambition, ils ont une quête, quelque part. Dans le bouquin, il y a un super chapitre sur Marie-Jo Pérec, où je m'intéresse moins à ses victoires que tout le monde connaît, mais c'est quoi sa quête, elle le dit. Voilà, donc, il y a ce surplus de rêves, de projets, parfois complètement fous, effectivement, qu'on trouve en tout cas chez tous les champions. Donc, quelque part, c'est bien un ingrédient. Et dans les cas de reconstruction ou de résilience après des accidents que j'ai pu, moi, observer, il y a toujours cette idée de je referai du sport dans un an, je serai de nouveau sur un vélo, ou donc ce rêve un peu fou, on ne sait pas s'il sera réalisable, mais pour moi c'est un driver qui va permettre la mise en action effectivement sur des objectifs plus concrets et plus réalistes. Donc je pense qu'à un moment il faut pas avoir peur de l'ambition, il faut pas avoir peur de rêver grand. Il faut pas avoir peur de viser plus haut, de viser la lune pour atteindre les étoiles. Je sais plus qui disait ça, mais c'est un peu ça. Et bon, il y a un petit exercice que je fais avec des groupes pour leur faire comprendre ça. Je leur fais un petit exercice d'apnée, par exemple. Et je leur dis, retenez votre respiration pendant 40 secondes. Tu vas t'apercevoir que les gens, au bout de 30-35 secondes, ils ont du mal et ils tiennent jusqu'à 40 secondes. Maintenant, je leur dis, tenez votre respiration 1 minute. On s'aperçoit que les 40 secondes, elles passent sans problème. Et que c'est à 50-55 secondes que commencent à avoir les difficultés. Donc c'est la limite des objectifs. On s'auto-bride, c'est ça? On s'auto-bride parce qu'on se fixe des objectifs et on vise à atteindre ces objectifs. Qui nous dit qu'on peut pas aller plus loin? Et si on n'a pas le cran du dessus, qui est le rêve, l'ambition, du coup on va s'arrêter aux objectifs. Voilà. Ça me rappelle, moi je me suis accompagné une seule fois dans ma vie et j'ai bien fait de le faire d'ailleurs parce que ça m'a fait tellement de bien que je suis devenu ce que je ne pensais pas efficace avant, c'est-à-dire la préparation mentale. Mais celui qui est devenu mon préparateur mental dans mon sport, avant d'être mon préparateur mental, fait une intervention et nous fait fermer les yeux et avant d'aller le plus loin possible, tu vois, en tournant le corps, aller chercher un point plus loin possible, les yeux ouverts, et on force, et puis après il dit on fait le même, forcer encore plus cette fois-ci en fermant les yeux. Et en fait, quand on ferme les yeux et qu'on se met à faire confiance à son corps ou à rêver, comme tu dis, rêver grand, fermer les yeux, etc., on va beaucoup plus loin. En fait, on se met, quand on regarde ou quand on regarde
choses d'une certaine façon, oui, on a tendance un petit peu à être réaliste, quoi, quelque part, parce qu'on a peur de quoi. Puis on a de bonnes raisons, parce que le monde nous dit que c'est pas possible, parce que ils ont raison. Voilà, de bonnes raisons, et ils ont raison. Et on a un entourage qui peut aussi nous dire dire mais non, tu n'y arriveras pas. Enfin, on est bridé par notre environnement qui finit par nous auto-brider, s'auto-brider soi-même. Or, les quelques histoires là qui sont dans le livre, dans la tête des champions, montrent qu'en fait l'impossible est possible et que quelqu'un qu'on doit amputer des 2 jambes peut devenir vainqueur de l'US Open 2 ans plus tard quand même. Ouais, donc c'est ces cas un peu spectaculaires moi qui m'intéressent pour vraiment véhiculer l'idée que ce qui n'est pas possible, c'est nous qui le rendons pas possible. Et on ne connaît pas les limites de notre corps, de notre mental. Possible, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Exactement. Après c'est les punchlines, mais toi c'est que du vécu, que les retours d'expérience. Voilà. Et il y a des cas où c'est possible. Et donc comment nous on peut pas dépasser un peu à la fois nos auto-limitations ou celles de l'extérieur qu'on nous met, et je crois que ça c'est valable pour un entrepreneur, pour un sportif, pour un manager et même dans sa vie personnelle. Tu rêves encore ? Pardon ? Tu rêves encore ? Ouais, je rêve tout le temps, oui, bien sûr. Tu nous en partages justement, tu as les yeux fermés, c'est quoi ton prochain ? Écoute, c'est une bonne question. Je vais pas spécialement exprimer mon rêve parce que tu l'as peut-être pas matérialisé non plus. Non. Pour moi, un rêve, c'est une période agréable, c'est un moment agréable, plutôt la nuit, on peut aussi rêver le jour, mais voilà, plutôt la nuit, mais qui a généré un plaisir qu'on oublie en fait. Et c'est pas grave, c'est la capacité à continuer à rêver qui compte. Donc je te définis pas mon rêve comme un objectif et comme une cible à atteindre, mais comme toujours comme un chemin et avec la possibilité de continuer à rêver. Le jour où ça deviendra un cauchemar, c'est quand on m'empêchera de rêver. Mais après, le quoi, il peut changer. C'est pas très grave, en fait. Et alors, pour le coup, comme t'es pas dans le quoi, t'es dans le fameux why, c'est le pourquoi. Et pourquoi faut rêver? Alors, pourquoi tu rêves? Pour rester vivant. Pour rester vivant. Pour rester vivant. Pour rester alerte. Pour rester connecté au monde. Et pour continuer à avoir du plaisir et à s'enthousiasmer. En fait, la vie, c'est ça. Autrement, la vie est difficile. Donc, comment elle l'est déjà de toute façon. Donc, comment on peut soi-même se la rendre un peu plus facile, un peu plus souple, et des situations qui sont compliquées pour ça. Mais je pense qu'on a tous aussi des ressources pour voir la vie autrement que ce qu'elle nous est proposée. Même si elle peut parfois être très dramatique, et encore une fois, mes histoires, elles montrent ça. Dans des cas les plus dramatiques, on a des gens qui ont vu le bon côté des choses, et je pense que réussir sa vie, c'est ça, en fait. Champion de sa vie, c'est ça, pour revenir au titre du podcast. C'est pas avoir des médailles et des victoires, c'est avoir profité au maximum des expériences, bonnes ou mauvaises, que la vie nous donne, pour se connaître, grandir, s'accomplir, et être qui on a envie d'être, en fait. Et donc être en cohérence et en harmonie avec soi-même. Tu as répondu quoi à la question que je pose de temps en temps à mes invités? Ça incarne quoi pour toi, champion de ma vie, de sa vie, de leur vie? Donc tu le fais spontanément. C'est ça, oui, c'est être, je pense, en harmonie avec soi-même, être fier de ce qu'on a fait, même si c'est très modeste et même si c'est très simple. Surtout ne pas avoir de regrets, parce que les regrets c'est le passé, et le passé c'est fini, on peut pas le changer. Voilà, et puis du coup, ne plus avoir peur de mourir ou que ça s'arrête, parce que ce qu'on a fait est bien et beau. Et le bien et beau, il est propre à chacun, il est subjectif, et il n'est pas lié à une médaille ou à un titre, qui n'est qu'un statut à un moment donné éphémère. J'étais avec Yann Cuchera très récemment, c'était ce matin, mais quand vous écouterez ce podcast, ce sera pas, il y aura un espace-temps entre toi et Yann. Moi, l'espace-temps était très court, mais Yann, il dit, j'ai jamais regardé, enfin, c'est dans mon sport, en fait, la gymnastique, ça nous amène à toujours regarder après, toujours, parce qu'en fait, tu te plantes sur ton agrès, jusqu'à ce que ça marche. Et oui. Donc, si tu regardes derrière, c'est que des plantages, en fait. C'est ça. Et là, pour le coup, c'est vrai que, alors, dans des sports aussi, bien évidemment, tu regardes un peu dans le passé. Comme tu as dit tout à l'heure, dans les forces spéciales d'ailleurs, il faut se regarder les différentes options. Et puis, quand ça se passe pas bien, corriger, améliorer, comme pour la Coupe de l'Américain, on voit toutes nos erreurs. Et à chaque fois, il y a un débriefing à court terme, mais après, pour aller vers la suite, quoi, en fait. C'est ça, ouais. Je pense que comment on fait pour pas être prisonnier de son passé? Parce que ça, pour le coup, ça peut être un conseil pour certaines personnes. Moi, ça l'a été dans ma vie à certains moments donnés. Je dis, ouais, c'est bien beau, mais là, je suis vraiment, il y a un truc je suis figé sur un truc de mon passé et j'arrive pas à m'en débarrasser.
Je pense qu'il faut pas hésiter à se faire aider, parce qu'on a parfois du mal à débloquer soi-même les situations. Alors, je t'ai dit, moi j'ai eu la chance de pas avoir d'éléments de passé qui m'ont bloqué, en tout cas me semble-t-il. Hein. C'est peut-être une fausse croyance d'ailleurs, hein, mais en tout cas je me lève pas le matin en me disant il y a un truc qu'il faut que je règle. Voilà. Donc ça au moins ça me permet d'avoir cette légèreté pour la suite. Mais évidemment il y a beaucoup de situations où il y a des choses du passé qui sont lourdes et qui marquent. On est toujours marqué par son histoire, hein, de toute façon. Hein. Moi, j'ai eu la chance de vivre la mienne de façon positive, mais et c'est là que je pense qu'il faut pas qu'on reste enfermé tout seul. Comment ils font justement, tu penses peut-être, excuse-moi, je te pose plusieurs fois la même question, mais avec des références, tu penses à un sportif où tu dis, pas le monde du sport spécialement, il y avait de bonnes raisons pour rester un peu figé sur cet accident, sur ce qui lui est arrivé, et c'est quand même dingue de pouvoir se projeter, comme dit un de mes confrères triathlètes, d'extrapoler, salut Victor au passage, l'extrapolation en fait, c'est dire une situation future, je vois la situation, mais je prends acte de ce que j'ai fait par le passé pour le mettre dans ce futur-là et commencer à visualiser dans un contexte qui est différent, un environnement différent, et ça me permet justement, je fais peut-être la réponse pour le coup, mais est-ce que ça te parle toi, de pouvoir justement sortir de cet emprisonnement et avec un futur et de faire la jonction entre les deux par l'extrapolation. Ouais, ce qui me parle beaucoup, c'est ce que j'ai appris en fait dans le monde militaire, des forces spéciales, c'est la qualité du retour d'expérience. Le rétexte. Ouais, ce qu'ils appellent le rétexte, effectivement, mais qui a vraiment cette fonction. C'est pas juste d'analyser les erreurs, mais en fait de se projeter sur le futur, avec à la fois un feedback, mais ce qu'ils appellent aussi un feed forward, c'est-à-dire en gros comment feed forward, tu vois, je nourris la suite avec des éléments du passé. Donc le passé n'est qu'une ressource pour préparer le futur, au niveau individuel, au niveau collectif des équipes et au niveau des organisations. C'est-à-dire que le processus est suffisamment sophistiqué pour que les enseignements remontent à un niveau plus général, qui vont les amener par exemple à changer les méthodes d'entraînement, à modifier le matériel, etc. Donc on est dans ce que j'appelle une organisation apprenante en permanence, et donc chaque équipe commando bénéficie de l'enseignement de celle qui a précédé. Et je m'aperçois que souvent dans l'entreprise, c'est des périodes qui sont pas bien menées, ces rétex, justement. Soit on cache un peu les erreurs sous le tapis, soit on coche les cases de la méthodologie. C'est dur de dire qu'on s'est planté quand même. Voilà, c'est difficile de se dire qu'on s'est planté, c'est difficile de déculpabiliser les gens qui ont fait des erreurs. Or, c'est vraiment important quelque part. Et donc la qualité du rétex, c'est ce qu'on donne comme statut à cette période particulière où on va faire l'articulation entre un passé dont on va tirer les enseignements et un futur dans lequel on va se projeter, y compris dans des contextes différents. Celle-ci, elle est vraiment fondamentale. Et l'armée le fait plutôt bien. Je pense que dans certaines équipes de sport, moi je l'ai vu faire, on le fait bien, notamment quand on revisionne un match et qu'on s'aperçoit qu'il y a des erreurs qui sont faites. Moi j'ai été assez frappé de voir des équipes qui... reconnaissent l'erreur, parce qu'elle est visible, on a des données, on a l'image, etc. De déculpabilise l'erreur de celui qui l'a fait, c'est ok. On essaie de comprendre pourquoi il a fait l'erreur, c'est de sa faute ou de celle de l'environnement. Et si c'est de sa faute, c'est ok. Tout le monde peut faire des erreurs. Et 3, ce que j'aime beaucoup, c'est la capacité du coach à mettre l'équipe en co-responsabilité pour que ce jour-là ne refasse plus la même erreur au prochain match. Et là, ça devient une responsabilité collective. Et quand on est capable de créer cette dynamique-là de façon régulière, je pense que du coup, le passé et le futur sont liés en permanence au travers de ces moments-là, et qu'on est toujours dans une trajectoire de progrès, en fait. Et voilà, c'est ce que j'essaye de travailler avec le monde de l'entreprise, apprendre à faire des retours d'expérience qui sont vraiment des espaces-temps spécifiques qui nourrissent le futur sur la base d'apprentissage du passé. Ça paraît simple à dire comme ça, mais ça nécessite une vraie authenticité, une vraie croyance que c'est important de le faire, et pas juste de faire la démarche parce qu'il faut la faire, et donc aussi des vraies compétences d'animation et de management. Et là tu le mets dans une sphère collective, sportive, entrepreneuriale, mais du coup quand tu parlais tout à l'heure de l'individu qui peut être un peu bloqué, de se faire aider, se faire accompagner, donc c'est aller chercher quelqu'un qui a cette authenticité dont tu parles, une personne authentique en face de soi, qui sera, parce que la bienveillance c'est bien beau, mais c'est surtout pouvoir justement connecter ce passé avec ce futur, et que le point du présent là soit un point un pont. Ouais, j'irai plus loin. Je pense qu'à un moment, pour des personnes qui ont eu des blocages ou des difficultés du passé, il faut un expert. Il faut quelqu'un qui sache, c'est plus que de la bienveillance, me semble-t-il, c'est une capacité véritablement à faire exprimer, à tirer profit, voilà, et pour ça c'est vraiment des compétences. C'est en ça que tu dis que coach, c'est un métier à part entière. Et ça, je sais pas faire. Et tu sais pas faire comme et j'irai pas dans ce monde-là, voilà. Qu'est-ce que tu reconnais d'ailleurs comme qualité à un coach, sans dire une vérité absolue, mais pour toi un bon coach?
Je pense qu'un beau coach, c'est quelqu'un d'abord qui a une intelligence contextuelle, c'est-à-dire qui sait comprendre une situation de façon large, pas juste l'athlète dans son environnement, dans son entraînement, mais l'athlète dans son environnement, dans sa vie globale, etc. Donc cette capacité à dépasser la dimension technique ou physique ou mentale pour intégrer des dimensions, donc une vision systémique, en fait, je pense que c'est important. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de se questionner et de se remettre en cause en permanence dans son accompagnement, dans sa façon d'accompagner les athlètes ou les collaborateurs. Je pense que, et j'en ai vu des coachs, surtout de les nouvelles générations de coachs, capables de s'alimenter et de s'ouvrir de plein de domaines très différents. Enfin, moi, je viens d'un monde où le coaching était quand même assez militaire, entre guillemets, un peu directif, si tu veux. Puis avec un bon modèle, il y a une façon qui s'adapte à tout le monde. Ça, et puis on reste un peu sur ce modèle-là. Voilà. Les choses ont beaucoup changé. Je vois aujourd'hui des coachs sportifs qui se nourrissent de plein d'autres domaines, qui sortent, qui font des formations. Donc je pense que c'est une vraie compétence de se garder à jour et de pas hésiter à s'alimenter de visions différentes. Et puis d'avoir cette ligne de crête vraiment compliquée, qui est aussi celle des managers, entre bienveillance, écoute, et un moment coup de pied aux fesses, directivité, impulsion, avec le bon dosage qui est pas le même pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire, dans toute organisation individuelle et collective, il y a quand même un cadre. Il y a quand même un rappel aux principes, voilà, on pousse un peu, et évidemment toujours l'acceptation, l'engagement de l'individu qu'il faut accompagner. Cette ligne de crête-là, elle est peut-être de plus en plus complexe quelque part, parce que les individus sont tous singuliers, sont aujourd'hui plus matures aussi, sont capables d'être porteurs de leur projet, et heureusement. Ouais, donc on est moins dans une situation de domination qu'on pouvait être dans le coaching un peu classique, on va dire, du sport de la fin du XXe siècle. Tu t'es nourri, toi, par rapport à ça, sur ces sujets-là, d'un bouquin en particulier ou de personnes en particulier? Non, moi j'ai deux modèles de coaching. Il y en a un qui est dans mon bouquin d'ailleurs, qui est le coach de Christophe Lemaître, qui était mon coach aussi, donc Pierre Carraz, qui était je vais le dire avec des mots choisis, qui était porteur d'un modèle ancienne école, pour aller vite. Non, sur le old school. Voilà, mais d'une humanité juste extraordinaire. C'est ça qu'il faut. Voilà, c'est-à-dire que... C'était très dur, mais en même temps très... Exactement. Bon père de famille, quoi. Très humain, complètement dévoué, avec une dimension très collective dans un sport individuel, s'occupant autant du champion que du jeune qui débutait et qui était pas bon, et avec une philosophie de vie qui, moi, m'a beaucoup construit et m'a beaucoup marqué. Voilà, j'ai beaucoup côtoyé ce monsieur-là. Et j'en vois les limites aujourd'hui, parce que je pense qu'on pourrait pas reproduire finalement parfois ce type de comportement et de type de relation. Mais voilà, j'ai essayé de raconter, c'est un peu symbolique pour moi, son histoire dans le livre. Et puis effectivement, après, moi j'ai adoré les bouquins de Claude Onesta, qu'on a fait deux, que je recommande à tous les auditeurs, parce que le règne des affranchis, et puis j'ai perdu le nom du premier, mais où il explique son modèle de management. Alors, bien évidemment, c'est sûrement discutable. D'ailleurs, les joueurs disent, bon, c'est un peu enjolivé, c'est la réalité pas comme celle-ci, etc. Mais je pense que c'est finalement un bouquin de management que je recommande à des cadres. Voilà. Après, il y a des bouquins de militaires aussi qui sont très intéressants, mais voilà, celui-là, moi, je trouve, modélise en tout cas une certaine approche du management qui, en plus, a fait ses preuves avec l'équipe de France de handball et qui permet de réfléchir là aussi. On peut pas la copier telle quelle, mais qu'elle est inspirante parce qu'il y a des mots, il y a il y a un argumentaire, il y a des éléments. Voilà, pour amener à prendre ses postures, ses propres postures. Ses propres responsabilités de posture. Voilà. Comment on devient, tu l'as dit, responsable. Alors, excuse-moi pour les termes, parce que pour le coup, moi, je suis pas très académique et c'est pas mon univers, celui de l'école, de l'éducation et encore moins des écoles de grandes institutions comme l'UM Lyon. Quels sont les différents postes ou postures finalement? T'as différents métiers, t'as le prof classique. Alors, prof, c'est très péjoratif, tu vas retraduire avec mes mots, mais quels sont les différents métiers qu'on trouve dans une institution comme l'UM Lyon? Énormément variés, avec des changements de posture et y compris au cours d'une même journée. Donc tu peux être chercheur, passer un moment dans la bibliographie, triturer un concept dans tous les sens, en circuit fermé tout seul dans ton bureau, etc. Tu vas te retrouver devant une classe de jeunes, 18 ans, qui ont besoin de comprendre ce qu'est le monde de l'entreprise et donc de leur faire passer un certain nombre d'idées simples, un peu attrayantes, qui les amènent à s'intéresser à un sujet.
Je pense notamment moi en management où c'est un thème qui est quand même assez abstrait pour eux. Ils ont peu d'expérience de management. Tu passes le lendemain avec un comité de direction où non seulement ils sont très experts, mais ils ont des problèmes très très particuliers qu'il faut les aider à résoudre, avec du coup une pédagogie et un mode d'interaction qui est complètement différent. Voilà, donc c'est plus un cours, c'est presque un atelier de travail quelque part. Tu vas passer ensuite avec un partenaire entreprise qui veut mettre une collaboration avec l'école et avec qui tu vas discuter d'une négociation gagnant-gagnant et de projets à inventer qu'on va faire ensemble et qui sont mutuellement bénéfiques pour les deux parties. Tu vas ensuite passer à une réunion avec les parents où tu vas expliquer ta pédagogie et leur expliquer quelles sont les hypothèses et les choix que tu fais par rapport au développement de leurs enfants. Enfin voilà, alors après quand tu es manager, tu vas passer du temps avec ton équipe pour expliquer que le projet dans lequel on va, voilà le sens, etc., etc. Donc bon, c'est peut-être aussi vrai dans l'entreprise, hein, mais là on a cette double compétence d'enseignants, transmetteurs devant des publics très 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 variés, qui ont aussi des exigences et aujourd'hui un mode de consommation de la connaissance qui sont très différents. Hein. Voilà, beaucoup plus exigeants, avec une logique de qu'est-ce que ça m'apporte, recherche de contribution rapide, etc. Donc un public très exigeant, un monde de la recherche qui est très différent, avec des exigences de plus en plus fortes aussi, avec des exigences de publication. Donc là, je suis un peu comme le sportif, hein, je dois réussir. Je dois gagner ma médaille, hein, je dois être publié, voilà, avec des objectifs qui sont très, très, très forts. Tu as une vie interne avec un positionnement dans une organisation, tu as une vie externe avec des parties prenantes, entreprises, etc., qui sont différents. Alors, certains collègues sont un peu spécialisés, plutôt dans la formation, plutôt dans la recherche, plutôt dans les partenariats. D'autres sont un peu les décathloniens. Ils sont capables d'assumer dans un petit peu l'ensemble de ces disciplines. Donc on peut avoir des profils de profs assez différents. Ce qui est sûr, c'est que le métier de prof, quand je dis je suis prof, les gens comprennent et s'arrêtent là, mais c'est beaucoup plus varié et beaucoup plus complexe que simplement être dans une salle de cours avec des étudiants. C'est finalement une partie infime de notre temps, ça. Tu te considérais comme un décathlonien, toi ? Moi, je suis un vrai décathlonien. Moi, je suis un vrai décathlonien. C'est-à-dire moyen partout, mais capable. Kevin Mayer de l'éducation. Ouais. Non, mais voilà, je pense que c'est des profils d'ailleurs qui deviennent beaucoup plus compliqués aujourd'hui, parce que les niveaux d'exigence sont tellement élevés que c'est très compliqué d'être décathlonien. Du coup, donc je pense que mon profil est amené à disparaître, même s'il apporte finalement pas mal de valeur, mais il correspond bien avec ma mentalité de créer des liens et de connecter les mondes. Pour connecter les mondes, il faut être dans chacun des mondes. Mais c'est pour ça que je refuse qu'on me traite d'expert. Quand parfois dans des tables rondes on me dit voilà expert de, je dis non, je suis pas expert. On dit quoi? Expert de quoi? D'une discipline ou pour toi? Voilà. Pour moi on dit expert en management. Personne n'est expert en management. On pratique et on a des expériences de management. On te colle une étiquette d'expert en management. Voilà, comme on colle une étiquette de professeur et c'est parfait, ou de chercheur et c'est parfait. Voilà, mais qui est juste une petite partie de la réalité. Je pense que chacun peut se dire qu'on est plus que l'étiquette qu'on nous met. Et heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, si c'est dans le cercle EM ou pédagogie qu'on dit ça, mais si on prend les Lyonnais qui te connaissent, parce que comme tu es un connecteur et que tu crées des ponts entre l'école et toutes ces sphères, les composantes en extérieur, qu'est-ce qui t'a pas amené finalement? Pourquoi t'as pas été sur, ou peut-être que tu es en train de d'ailleurs, mais aller sur une forme de réseau plus global? Et les meilleurs, il y a des réseauteurs dans l'entrepreneuriat, il y a des réseauteurs dans la politique, il y a des réseauteurs dans l'éducation. Ce serait quoi le next step pour toi? Il y en a peut-être pas, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on te connaît autant sur Lyon et qu'est-ce qu'on te reconnaît? Alors d'abord, j'aime pas qu'on dise que je suis un réseauteur, parce que je suis pas un réseauteur. Je cherche pas à faire du réseau pour faire du réseau. J'ai rien à vendre. T'as cette étiquette un peu? Non, je sais pas, je réside par rapport au mot réseau et réseauteur, tu vois. Pour moi, connecteur, c'est différent de réseauteur. Ah tiens, tu peux nous dire en quoi c'est différent, réseauteur de connecteur? Réseauteur, je vais y mettre une image un peu péjorative qui est évidemment un peu extrême, hein, c'est je suis dans les réseaux pour exister. J'ai un besoin d'identité, j'ai aussi un besoin d'utilité, que ce soit créer du business ou me faire connaître, ou etc., etc. Donc j'utilise les contacts à mon profit, ce qui peut être très très bien, hein, mais parfois en hypertrophiant cette idée de contact pour le contact. Il y a une utilité derrière. Voilà, avec une utilité derrière. Voilà. Moi j'ai rien à vendre, je cherche rien, je cherche le contact
pour le contact et pour le plaisir de la rencontre. S'il se fait des choses, tant mieux. S'il se fait pas des choses, c'est pas grave. Si je peux rendre service, toi, si je peux aider, moi tout de suite, c'est comment je peux t'aider. Je vais te poser une question parce qu'on me l'a posée il y a pas longtemps. Hein. Je te coupe là-dessus. Pourquoi? Parce que moi j'ai une obsession en ce moment, c'est de me dire, enfin c'est pas une obsession, mais je rencontre énormément j'ai la chance, voilà, je vais le dire comme ça. J'ai la chance de rencontrer des gens qui sont assez alignés entre ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, etc., etc. Donc c'est cette fameuse congruence. Je parlais tout à l'heure aussi non, c'était peut-être avec dans mon podcast tout à l'heure, mais une sorte de charisme, tu vois. Il y a des gens qui rayonnent parce qu'en fait il y a cet alignement. Et moi, c'est un peu ma quête à moi, c'est de rencontrer des gens comme ça dans leur domaine. Et parce que je trouve que dans le monde parfois nous amène un petit peu désaligné entre ce qu'on voudrait, ce qu'on est, ce qu'on pourrait être, etc., ce qu'on pourrait faire. Et du coup, peut-être la nécessité de réseauter pour pouvoir justement s'améliorer, aller chercher cette amélioration dans ma connaissance, dans mes besoins de finances, dans mon expérience, etc. Donc un besoin. Et donc je réseaute parce que j'ai un besoin. Et pour le coup, pour revenir sur ce que tu disais, je me dis des fois, j'aimerais bien mettre autour de table des gens qui sont dans ta perspective à toi, qui est la mienne aussi, c'est vrai, parce que j'ai peut-être pas j'ai pas de besoin particulier, si ce n'est de rencontrer. Peut-être que quelque part je fais ma réponse à moi, et ce qui n'est pas la tienne, mais si, parce que ça me fait du bien. Finalement, c'est un besoin aussi de rencontrer des gens, et ça me fait du bien tout simplement. Et ça coûte rien, mais ça me fait du bien, et voilà. Et puis après, je peux aider d'autres personnes derrière. Donc quelque part, il y a un besoin quand même fondamental, qui est peut-être à une strate au-dessus, quoi, que j'en sais rien. Il y a pas de niveau. Mais on me dit souvent aussi, ouais, mais Cyril, ok, on se connecte, on se voit, mais faut qu'il y ait un truc derrière. S'il y a rien derrière, s'il y a pas d'action, s'il y a pas une perspective, tu nous mets autour de la table, ok, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Faut qu'il y ait un truc qui nous dépasse en fait pour venir te voir. Alors dans le réseau, peut-être notion de business, peut-être notion de, etc. Mais si on met tout ça de côté, qu'est-ce que tu mettrais toi dans cette besoin de rencontrer des gens? Si c'est pas de l'humanité, c'est quoi? Moi, je suis j'aurais dit la même chose que toi, c'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de construire un réseau pour quelque chose. J'ai besoin de rencontres pour créer un moment d'humanité. Je pense que c'est une très très bonne expression. Un moment de plaisir qui peut suffire à lui-même, un moment de co-apprentissage, qui est en soi intéressant. Il peut se prolonger, il peut donner lieu à des projets, mais qui sont pas forcément pensés. J'ai pas de stratégie, si tu veux, de réseau en disant je vais aller là parce que je vais rencontrer un tel ou un tel. Pour moi, la rencontre se suffit à elle-même. Et toi, quand je fais intervenir des sportifs ou quand je les interroge, etc. Moi, j'ai toujours le souci de dire comment la personne en face, elle va apprendre quelque chose ou tirer profit de ce moment, y compris sur quelque chose qu'elle attendait pas. Et ma plus grande fierté, c'est quand, après 1 heure d'entretien avec un sportif à qui je prends du temps, qui sont interviewés en permanence, hein, si tu veux, et quand une Marie-Jo Pérec me dit j'ai passé un très bon moment et qu'elle me remercie, je me dis la rencontre a été intéressante pour elle aussi. Donc forcément elle l'a été pour moi, évidemment, et c'est plutôt ça que je recherche, moi. Le réseau, pour moi, dans ma conception, il est un peu plus utilitariste, un peu plus court terme. J'ai pas toujours besoin de faire quelque chose avec les gens. Par contre, j'ai le besoin de cette rencontre et de créer un moment qui est un peu hors du commun pour lui et pour moi. On n'y arrive pas toujours, hein. et ça suffit à soi-même. Et du coup, j'ai pas besoin de les multiplier non plus, ces moments-là, parce qu'ils sont énergivores quelque part. On crée de l'humanité, de la relation, donc c'est comme ça que sont tes livres d'ailleurs, parce que tu les as pas écrits seuls. C'est des moments inattendus, une rencontre inattendue. Tiens, on fait quelque chose. C'est né d'un truc imprévu, inattendu. Non, c'est un peu particulier parce que c'est une rencontre en allant chercher quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas à l'avance. C'est-à-dire, j'ai pas toujours réussi, hein, d'ailleurs, mais moi je cherchais un élément de la trajectoire de vie d'un sportif qu'on connaît moins, que peut-être lui-même a moins exprimé, et qui nous explique son succès. Donc avoir un thème que je connais pas à l'avance et qu'on va découvrir ensemble au fur et à mesure de l'interview. Parfois, je t'avouerai que j'ai pas trouvé. À la fin de l'interview, on n'a pas trouvé. Parfois, on a été au-delà de ce qu'on imaginait. Hein, voilà, ça m'est arrivé 2-3 fois avec des interviews absolument fabuleuses, donc des rencontres absolument fabuleuses. Donc c'est intéressant de se dire, on n'a pas forcément d'objectif. Passons un moment ensemble. On va passer un bon moment qui va nous faire avancer l'un et l'autre. On va peut-être découvrir quelque chose auquel on pensait pas au départ. On va peut-être en faire quelque chose sous forme de projet qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et ce temps-là, est-ce que c'est du temps perdu? Moi, je fais le pari que non. Et c'est ça qui me nourrit. Et qui est très différent pour moi d'une approche réseau, entre guillemets cocktail, où je vais serrer beaucoup de mains et donner beaucoup de cartes de visite. Et pour autant... tu n'es pas... On sait faire aussi, hein, si besoin, bien sûr. Tu le fais pourquoi pour ton établissement d'ailleurs?
Je le fais assez peu en fait. Je vais surtout quand on m'invite. Donc si on m'invite, c'est qu'il y a un sens, donc j'y vais. Je vais assez peu. Oui. Après, je le fais pour l'établissement. Pourquoi les gens ils t'invitent pour faire connaître. Si c'est pas pour toi, il faut leur demander. Je pense que parce qu'ils m'aiment bien, parce que je suis sympa. On sait qu'on va passer un bon moment avec toi. Ouais. Et puis je vais leur rappeler que la vie est belle. Peut-être. C'est utile ça. Mais oui, c'est vrai. Oui, on fait pas que du sport pour vous dire. Oui. Le sport n'est qu'un prétexte pour aussi à la mi-temps. Et le troisième, il y a des. Toi, par exemple, la semaine dernière, je rencontre Lucas Ballot. Qui devait faire une intervention le soir. Moi, je suis un fan de hand, je viens de mon handball, si tu veux. Mon plus grand plaisir, c'est d'avoir passé 2 heures avec lui, sans que je me présente, sans qu'il se présente, en parlant de complètement autre chose que de handball. On a juste passé un moment, moi, que j'ai adoré, parce qu'il m'a parlé de sa peinture, il m'a parlé de son entourage, on parlait de la vie en général. Et pour moi, je les comprends, moi, les entrepreneurs, parce que, peut-être que j'étais forgé dans là-dedans, quoi. Mais vu que je suis comme toi, je suis un intrapreneur depuis maintenant quelques années, et forcément je me suis un petit peu écarté de ce côté action. Il y a un moment, faut qu'il en reste quelque chose derrière. Résultat, tu vois, la notion de résultat, création. C'est pas un résultat, ça peut être une création, co-création. Et oui, je me suis retiré de ça, mais pour autant, c'est vrai que quand je t'entends là, je me dis mais si t'as passé un bon moment avec moi, si t'as passé un bon moment avec un tel, faut qu'il se fasse quelque chose derrière, quoi. Faut créer, non? Oui ou non? Mais d'abord, la plupart du temps, il peut se passer des choses, y compris de façon très différée, c'est-à-dire 1 ou 2 ans ou 3 ans plus tard. Voilà. Et alors ça, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que le projet ou l'activité, si t'es pressé de la vendre au départ. Lucas Ballot, j'aurais pu lui dire j'adore le hand, je voudrais faire ça avec toi, et puis lui parler de moi. Ça n'aurait pas du tout été la même richesse, quelque part. On fera peut-être rien ensemble, j'en sais rien, mais le nombre de projets, moi, que j'ai menés, uniquement qui démarraient par une rencontre, sans savoir où on allait, et la rencontre a créé le contact, et on s'est dit qu'est-ce qu'on continue à faire, ou même on s'est quitté là, et puis 6 mois après, on se rappelle en disant tiens, il y a une opportunité. Ça m'est arrivé beaucoup plus que si et j'ai arrivé un peu crispé en disant il faut absolument que je vende ce truc, quoi. Ou que je pousse telle ou telle idée. Donc alors ça marche pas toujours, hein, mais et encore une fois, le plaisir de la rencontre, en tout cas moi, me suffit. Et si elle a suffi à l'autre et qu'il a pas perdu son temps, on a gagné notre rencontre. C'est pour ça que je t'ai rencontré aujourd'hui, j'avais pas d'attente. Et comme tu m'avais dit, qu'est-ce que je vais te raconter, pourquoi moi dans ton podcast et tout. Oui, moi forcément, j'étais pas venu spécialement en me disant je vais extraire du jus de Thierry par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, parce que c'est qu'hier que ça s'est fait et t'en es le témoin. Et pour autant, j'espère pour vous en tout cas que cette discussion a de l'attrait, au-delà du fait qu'il y a une connexion entre Thierry et moi. Pour moi, c'est évident. J'espère que pour vous aussi, il y a quelques termes, quelques notions qui vous auront pas échappé. Si pour toi aujourd'hui de cette conversation, malgré ce qu'on s'est dit, il devait rester quelque chose, il y a un truc qui t'a interpellé dans notre conversation? Oui, extrêmement frustré, parce que j'ai fait ce que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Je n'ai fait que répondre à des questions et parler de moi. et j'aurais vraiment adoré avoir un moment pour renverser la chose et te questionner. Faut que tu prennes le micro du podcast Champion de ma vie, que tu te mettes à ma place. Écoute, si t'en es d'accord, on le fait. Moi, on fera, mais ça me c'est vraiment kiffé. Mais avec grand plaisir. Mais où ce sera sur notre podcast. Mais en tout cas, tu sais que sur Champion de ma vie, je suis plus seul. Maintenant, il y a Sarah qui va m'accompagner. Mais Sarah, si tu entends ce message, et tu le sais, mais je le dis devant témoin maintenant, faut qu'on avance là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a toujours tellement de choses, de sollicitations. Et Sarah, après les JEC qu'elle est extrêmement sollicitée, qu'il y a plein d'opportunités pour le coup. Et notamment, tu vois, je pense que quand tu te présentais toi par rapport à ce socle qui fait qu'il y a la notion de fidélité, de cohérence dans ce que tu vis, dans ce que tu mets, même s'il y a plein d'autres d'opportunités, de rencontres, Sarah incarne, je trouve, et je crois que tu l'as nommé tout à l'heure d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est ce côté très résilient, très stabilité, c'est une force là, qui est là, mais en même temps elle est sur tas de sujets où elle se rend utile, elle fait changer les regards, elle fait changer quelque part un peu le monde aussi. Donc Sarah, j'ai hâte que tu viennes au micro de Champion de ma vie, pas pour être, mais pour aussi nous faire rencontrer tout ton écosystème, des personnes qui t'ont fait grandir et qui sont dans ton environnement et voilà. Donc Thierry, tu sais, quand tu veux. Hein. Donc la suite, toi, de notre rencontre, qui était complètement fortuite et improvisée, c'est qu'on renverse les rôles et que ce soit moi qui te questionne pour en apprendre plus sur toi. Ouais, ok, mais on va le faire déjà devant une bonne soupe tous les
les deux. Exactement, exactement. Et puis voilà, c'est, tu sais, après il y a toujours un petit peu la frustration de pas continuer la discussion, etc. Je te ferai pas les questions classiques. Tu sais, alors, sur le podcast, je pose des questions, c'est en mode timing, mais quand même, j'aime pas finir comme ça. Ces podcasts, j'aime bien trouver une bonne conclusion, et quand je la trouve pas, je suis frustré. Donc la conclusion ne peut être ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire Cyril, on se revoit et je te podcast. Non. Mais tiens, je voudrais qu'on parle de ton dernier co-écriteur, Michael Romesi. Tu parlais de fidélité, ça fait un certain temps que vous connaissez tous les deux. Michael, s'il était à ma place, tu lui poserais quoi comme question? Quel est le coup d'après pour toi? Parce qu'il a réussi ce coup-là, brillamment, d'introduire des filières sportives de haut niveau dans un environnement qui n'était pas forcément très ouvert ou très propice à ça. Monter avec toi aussi ce bel événement vitrine, être introduit dans l'écosystème. C'est quoi l'ambition et le coup d'après pour rêver plus grand? À titre perso pour Michael? À titre perso et pour l'institution ou par rapport à ses projets. Ouais, bah ça tombe bien, tu vois, on forme le trio pour le coup, puisque il y avait toi, moi et Michael il y a 5 ans. Il y a moi et Michael dans le process champion de ma vie. Finalement, je te remettrai. Moi, tiens, je te renvoie le truc. Thierry, j'aimerais que tu viennes dans le game, parce que je sais pas pour faire quoi. Je suis obligé de prendre justement tel que tu te présentes, c'est-à-dire on n'a pas trop d'idées, mais simplement quelque chose qui est en train d'avancer. Et je sais même pas pourquoi, je t'ai même pas rencontré quand au moment de la création de l'entreprise, c'était pas le moment, mais peut-être que le moment est venu maintenant. La théorie des moments. La théorie des moments. Il y a des moments où ça va. Moi, je vais faire la théorie de l'entrepreneur qui maintenant va provoquer un peu plus les choses, tu vois. Mais ouais, je pense qu'on a encore plein de belles choses. Et tu me posais la question d'ailleurs, et on se la pose à tous les deux devant tout le monde. Champion de ma vie pour ceux qui n'en connaissent que le podcast, mais qui savent pas vraiment derrière quel est le processus, le programme d'accompagnement auprès des sportifs de haut niveau et pas que d'ailleurs, parce qu'incarner un message et puis aussi le transmettre, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'en fais l'apprentissage permanent pour moi, et j'essaie de transmettre aussi pour ceux qui veulent justement laisser une forme d'héritage au travers de leurs mots et de leurs actions, au travers de la prise de parole en public. Donc c'est ce qu'on fait au sein de Champion de ma vie. Et justement, je pense que la problématique qu'on a aujourd'hui, donc et peut-être que tu seras un des éléments de la réponse, c'est pourquoi c'est pas plus connu. Parce que depuis 4 ans qu'on fait ça, il y a tellement c'est très prenant, c'est même passionnant, et ça pour moi, j'ose le dire, ça crée beaucoup de valeur aussi. Maintenant, si on peut toucher un plus large public, ce serait notre prochain objectif. Et si tu peux y contribuer avec nous, ce sera avec grand plaisir, Thierry. Plaisir partagé. Tu vois, ça donne lieu à quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Mais c'est à ça que sert le podcast, justement, c'est ces rencontres-là. Merci à tous de votre attention. Si vous voulez, vous l'avez compris, continuez l'échange avec Thierry, LinkedIn, mais aussi venez à Lyon, venez sur les terrains de jeu, parce que Thierry est très présent sur les terrains de jeu, entre l'entreprise et le sport. Ces 2 bouquins, on le répète, l'art de la performance, édité aux éditions Duno, et champion de ma vie, j'allais dire. Dans la tête des champions. La tête des champions, que tu as coécrit avec Michael Romesi. Donc, qui est paru aussi aux éditions Duno, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Merci, Thierry. Salut à tous.